Mesdames et messieurs, bonjour, en présentiel et en distanciel. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence débat de notre espace éthique régional de Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être ici présent, encore une fois en présentiel dans cet amphi de l'Université de Bordeaux. Je voudrais tout de suite remercier tous ceux qui ont organisé cette conférence débat, en collaboration bien sûr avec le CHU de Bordeaux que je dirige, avec l'Institut Bergonié bien entendu, ici représenté par son directeur général, le professeur François-Xavier Mahon, la Ligue contre le cancer Gironde, représenté par son président, le professeur Dominique Jaubert, et sa directrice, Marie-Laurent Daspas. Voilà, merci d'être présent aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous dire un petit mot sur notre espace éthique régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous dire que, bien sûr, vous le savez, hein, ils ont été créés par un arrêté du 4 janvier 2012. Ce sont des acteurs clés de la bioéthique et de l'éthique médicale. Ils contribuent à développer en région, en proximité, une culture éthique chez les professionnels de santé et auprès du grand public. Aujourd'hui, ce sont des centres de ressources essentiels pour tous les acteurs de terrain que nous sommes. L'espace régional éthique de Nouvelle-Aquitaine, c'est le fruit d'une collaboration entre nos 3 centres hospitaliers universitaires de Nouvelle-Aquitaine, les 6 universités du territoire et les 3 fédérations représentatives des établissements sanitaires et médico-sociaux. Sa convention constitutive est en cours de renouvellement et l'ERENA est bien installée dans le paysage sanitaire de notre grande région. Ces missions, ces actions sont réalisées concrètement par 3 équipes œuvrant chacune sur leur territoire d'origine, en ex-Aquitaine évidemment, Limousin, Poitou-Charentes, et déployant des actions et des partenariats tant au niveau local que régional. Il faut y voir le signe de la maturité et celui de la prise en compte de façon désormais pérenne des problématiques éthiques. C'est un point d'une grande importance, notamment au regard des progrès scientifiques qui poussent toujours plus loin les limites et la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés depuis plus d'1 an et demi maintenant, qui ébranle violemment notre système de santé, qui ébranle aussi nos certitudes et nos principes. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement le professeur Bernard Biolac, qui n'a pas pu être là ce soir et qui œuvre inlassablement depuis de nombreuses années pour l'installation de l'ERENA. Et puis, évidemment, le professeur Véronique Avrousse, en tant que directrice de l'ERENA sur le site de Bordeaux. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de la soirée et plus spécialement les membres du comité exécutif de l'ERENA Bordeaux, aux côtés du professeur Biolac et du professeur Averrousse, Christine Ribérol-Cabanac, qui est au CHU de Bordeaux, le docteur Geneviève Pingano, qui est gériatre au CHU, le professeur Muriel Rinfray, médiatrice médicale au CHU, et Muriel Raymond, qui est chargée de mission, ainsi que madame Laura Innocenti, qui est directrice des affaires générales et des relations patients de l'Institut Bergonié, madame Lucie Créneau, juriste à l'Institut Bergonié. La cancérologie, vous le savez, c'est une des disciplines phares du CHU de Bordeaux. Ça représente 35% environ des séjours du CHU, soit environ 85 000 séjours et 14 500 patients qui sont traités chaque année avec un axe recherche fort, puisque nous avons 703 essais cliniques en cours dans la discipline avec plus de 1800 patients inclus. C'est aussi une discipline qui a connu des progrès considérables et qui soulève des questions éthiques redoutables, dont celle du choix, du consentement éclairé du patient, thématique qui sera explorée ce soir. Cette conférence débat à l'initiative de l'ERENA est le fruit d'une collaboration fructueuse entre cette dernière et nos 2 institutions, ce dont je me félicite, entre des professionnels et des équipes de terrain qui se connaissent, qui coopèrent sur certaines prises en charge et qui partagent ensemble l'objectif exigeant d'accompagner les malades concernés dans les meilleures conditions. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée débat. Et je passe tout de suite la parole au professeur François-Xavier Mahon. Bon,
Je vous remercie, monsieur le directeur général du CHU de Bordeaux, cher Yann Bubien. Moi aussi, je tiens bien sûr à remercier l'ERENA, c'est-à-dire l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, et tous les acteurs qui ont œuvré à l'organisation ce soir de cette conférence. Juste un petit mot de l'Institut Bergonié, puisque je représente cette institution. Je crois que la question d'éthique à l'Institut Bergonié est un peu partout compte tenu de notre spécificité, qui est celle du cancer. Elle est intrinsèque ou consubstantielle à un centre comme le nôtre. Mais au-delà de l'injustice que peut représenter la maladie cancer, ça je le répète souvent, je rappelle que les centres de lutte contre le cancer, dans leur charte, s'interdisent le dépassement d'honoraires et sont organisés autour du zéro reste à charge pour le patient. Donc un petit peu d'historique parce que, en fait, mes prédécesseurs, certains les ont connus, à la direction de l'Institut Bergonié. En particulier, je me souviens, le professeur Bernard Ouerny était très attaché ou avait donné une importance toute particulière à l'éthique. Il a produit de nombreux ouvrages sur la question. Ceci dit, la gestion de l'imprévu au quotidien et les réorganisations successives pour satisfaire le système de santé dans lequel nous évoluons ont parfois, par le passé, fait oublier de se retrouver ou de trouver des ponctuations nécessaires à cette réflexion si importante. Et je dis souvent aux équipes, nous ne sommes pas une usine à produire de la lessive ou des pots d'échappement, mais nous sommes une usine à fabriquer de l'humain avec de l'humain. Alors, le dynamisme de Laura Innocenti, qui a déjà été cité, que je salue et que je remercie au passage, a relancé à la demande de Nicolas Portolan et moi-même cette ferveur indispensable pour que les médecins, les patients, les soignants et tous les salariés de notre institut puissent avoir ces temps nécessaires et indispensables à la réflexion éthique. Cela s'est traduit par l'organisation, entre autres, des midis de l'éthique, des groupes de réflexion et la constitution d'un comité éthique à l'Institut Bergonié, et le tout aussi avec l'aide du CHU et de l'espace bioéthique Akita. L'actualité de ces derniers mois, de ces dernières années, et la crise sanitaire dans laquelle nous avons été plongés a accéléré notre volonté de structurer et d'animer de l'espace et du temps pour essayer de répondre à ces questions importantes, mais quel n'a pas été mon désarroi de directeur lorsque je me suis retrouvé face à des situations où il nous a fallu, par exemple, limiter les visites des patients, y compris pour les patients en fin de vie. Et le choix, parfois, entre l'individu et le collectif est souvent impossible à faire. Donc, pendant cette crise à l'Institut, on a été éclairé aussi par une cellule éthique que nous avons montée très rapidement pour pouvoir essayer de répondre à ces questions. Mais ces heures difficiles m'ont rappelé, m'ont ramené à quelques années en arrière, où jeune médecin, pendant mon service militaire, je salue Dominique Jaubert en même temps, on nous avait enseigné la médecine de guerre et de catastrophe, où il y avait des méthodes pour classer les patients les plus graves, afin de sauver ceux dont le pronostic vital n'était pas engagé. Et cette théorie m'est revenue à l'esprit pendant cette crise, avec un goût très amer, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ce vécu anecdotique et très personnel illustre aussi que nous touchons parfois des sujets faisant intervenir la pudeur de chacun. Nous sommes toujours confrontés à la diversité biologique qui rationalise notre combat contre le cancer. Il n'en faut pas moins oublier la diversité d'appréciation philosophique de qu'est-ce que l'éthique et du grand écart que nous faisons parfois entre mort et guérison, par exemple. Donc j'anticipe un peu volontairement sur le débat de tout à l'heure, mais encore une fois, merci très sincèrement à l'organisation de cette conférence. Je voulais aussi rajouter un petit mot sur le fait que nous sommes en train d'écrire notre projet d'établissement, dans lequel il y a un chapitre important sur la démocratie sanitaire. J'en profite pour remercier Lucie Créneau,
qui a été très aidante aussi sur cette partie-là. Mais je ne serai pas plus long et je laisse la parole à Madame Véronique Averrousse, que je remercie aussi, qui nous a aidés à structurer et à confectionner et à relancer la notion d'éthique à l'Institut Bergonié. Voilà. Bonsoir à tous. Monsieur Bubien, je vous remercie de votre présence. La direction générale du CHU de Bordeaux accompagne et encourage le développement de la démarche éthique depuis de nombreuses années dans l'établissement et a facilité la mise en place de son comité d'éthique et d'une équipe mobile d'éthique clinique qui se met en place pour faciliter notamment les saisines lorsque les différents services nous saisissent sur des problématiques de situations qu'ils rencontrent. Et à ce sujet-là, j'en profite pour vous dire, peut-être que c'est un peu anticipé, mais que dans ce cadre-là, nous sommes en train de réfléchir donc à une journée nationale des équipes mobiles d'éthique clinique et avec notamment un de mes collègues, Olivier Mollier, qui reprendra la direction de la présidence du comité d'éthique, vraisemblablement, bon, en tout cas, on l'espère. Le CHU est aussi l'un des signataires de la convention constitutive de l'ERENA, qui soutient depuis le début. Je remercie également Monsieur François-Xavier Mahon de l'Institut Bergonié. L'éthique est aussi très ancrée dans votre institution. Effectivement, on a participé sous le dynamisme de Laurent Innocenti et avec Madame Créneau et sous l'impulsion donc de Monsieur Mahon. Donc le renouveau et la consolidation de cette réflexion éthique à l'Institut. L'ERENA Bordeaux contribue donc depuis près de 10 ans au développement de la réflexion éthique sur son territoire d'Aix-Aquitaine auprès des établissements, des professionnels du soin et de l'accompagnement et aussi du grand public. C'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Il organise 2 à 3 fois par an des soirées débats qui permettent au grand public de débattre avec des professionnels et des experts des enjeux éthiques, des thématiques explorées. Et à ce sujet, le 26 novembre, nous aurons donc un colloque autour de la question de l'intégrité scientifique, le 26 novembre, donc à l'amphithéâtre de l'IMS du CHU. Donc, sonder ensemble le sujet important du consentement du patient en oncologie nous est apparu nécessaire à plusieurs entre nos 2 institutions, portées par Laura Innocenti, et je voudrais saluer la présence des intervenants choisis pour aborder le sujet de ce soir. Donc, le professeur Yanis Constantinides, qui est normalien, qui est professeur de philosophie à l'espace de réflexion Île-de-France. Donc, on te remercie beaucoup de nous rejoindre à Bordeaux, de Paris. On est vraiment très heureux. Le docteur Amandine Kivy, qui est oncologue médicale au CHU de Bordeaux et qui est donc présidente du collège de soins oncologiques de support du CHU. Et on est aussi très heureux qui participe avec nous donc à l'équipe mobile d'éthique clinique autour de praticiens et de soignants, notamment formés à l'éthique. Donc voilà. Le docteur Fabienne Joannet, une collègue, médecin de soins palliatifs sur les lits identifiés de l'Institut Bergonié, qui est aussi très active au niveau de la réflexion éthique de l'Institut Bergonié. Madame Marie-Laurent Daspas, directrice de la Ligue. On a parlé beaucoup de votre implication à de nombreux endroits. Donc, directrice de la Ligue contre le cancer, comité Gironde. Ressource importante de la représentation des usagers, tant pour le CHU de Bordeaux que pour l'Institut Bergonié. Donc, vous faites vraiment le lien entre nos 2 institutions. Elle est en effet représentante des usagers du CHU de Bordeaux, de l'Institut Bergonié, de la Fédération hospitalière de France, de Nouvelle-Aquitaine. Elle est aussi membre du directoire du CHU et du conseil d'administration de l'Institut Bergonié. Et bien sûr, le professeur Dominique Jaubert, président de la Ligue contre le cancer Gironde, qui va modérer notre soirée, cette rencontre, et auquel je passe la parole pour présenter plus en avant la thématique de cette conférence débat, éthique des choix et droits des patients en cancérologie, un sujet qui pose de multiples questions éthiques qu'on va débattre tous ensemble après toutes les interventions. L'objectif de la conférence n'est pas d'y apporter des réponses, mais bien de susciter la réflexion et le débat, ce qui est évidemment le propre de l'éthique. Voilà. Merci beaucoup. Tout d'abord, je me joins aux remerciements pour l'organisation de cette soirée. Je crois que c'est un sujet très important. On va débattre là-dessus, on va essayer d'avancer.
Et puis également, je voulais vous dire que je remercie tout le monde d'avoir invité la Ligue, puisque la Ligue, dans ses préoccupations essentielles, à côté de ses missions sociales sur la recherche, sur la prévention, a l'aide aux personnes malades. Et dans l'aide aux personnes malades, c'est important pour nous parce que nous voyons les malades en dehors de leur lieu de soins, où leur psychologie n'est pas la même. Et c'est très important que les malades aient un lieu de ressourcement qui soit en dehors de leur lieu de soins et où on peut leur apporter un certain nombre de choses différentes de ce qu'ils peuvent trouver dans leur lieu de soins ou complémentaires de ce qu'ils peuvent trouver. Alors, cancer et choix, c'est deux mots qui peuvent sembler ne pas aller très bien ensemble. Finalement, le patient il dit j'ai le cancer, j'ai plus le choix. Et puis, finalement, ils savent très bien leur métier et ils vont me proposer le traitement qu'il faut, donc j'ai pas à choisir. Et puis, du côté du médecin, il y a des référentiels. Les référentiels, ça s'applique. Et donc, est-ce que le médecin a aussi le choix de décider ce qu'il va faire? Alors, au-delà de ce paradoxe apparent, l'évolution de la relation médecin-malade, le degré d'information des patients, l'expérience quotidienne montrent que les occasions de choix pour un patient atteint de cancer au cours de son parcours de soins sont nombreuses. Par exemple, lors du choix de l'équipe qui va le prendre en charge, avec l'option possible de la demande d'un deuxième avis, lors de la discussion des options thérapeutiques proposées par la réunion de concertation pluridisciplinaire, lors de l'inclusion éventuelle dans un protocole de recherche clinique, lors de la récidive et lors de la fin de vie. Tous ces aspects ne peuvent être abordés que sous l'angle d'une information optimale du patient par son médecin et par l'établissement d'une relation de confiance réciproque marquée par l'empathie et des références éthiques. C'est pour éclairer cette démarche que l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine a initié cette réunion avec l'espoir que notre réflexion commune permettra d'éclairer l'éthique des choix et des droits des patients en cancérologie. Donc je vais passer la parole au professeur Constantinides qui va nous parler des aspects philosophiques importants de cette question. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de retrouver Bordeaux où je suis beaucoup venu avant le Covid et je me réjouis de voir des demi-visages connus dans le public. Alors, on a déjà remercié tous les gens importants dans l'organisation. On n'a pas encore mentionné Muriel Raymond qui a fait le lien entre nous, qui a permis, comme je disais à Laura Innocenti tout à l'heure, de faire une vraie réflexion, comme la journée a été repoussée une ou deux fois. Ça nous a permis de réfléchir pendant plus d'un an sur cette question et d'élaborer des choses, ma foi, très intéressantes, prouvant que l'éthique est vivante. Voilà. Merci donc encore pour cette invitation. Alors, pour partir d'un peu loin, mais nous rapprocher du choix très vite, vous savez que la démocratie sanitaire a été mise en place il y a une vingtaine d'années, un peu moins, n'est-ce pas? Comme un horizon, je dirais, comme un idéal plus qu'une réalité, on le sait. Peut-être que démocratie n'a pas encore remporté le combat, n'est-ce pas, à l'hôpital ou dans le rapport entre les soignants. Mais en tout cas, c'est une belle perspective. Mais c'est un idéal fragile, vous le savez, idéal fragile qui a vacillé, on l'a vu, quelqu'un a dit ébranlé tout à l'heure, qui a vacillé pendant la crise sanitaire. Vous savez sans doute qu'Emmanuel Hirsch, qui préside l'espace éthique d'Île-de-France, a beaucoup insisté sur l'absence de concertation, vous savez, l'absence de véritable concertation avec les citoyens au moment de prendre les décisions sanitaires. Donc de faire des choix de société qu'on a dû ensuite accepter, assumer ou pas, comme on le sait pour certains aujourd'hui. Donc, très rapidement, la démocratie sanitaire a cédé la place, vous voyez, crise obligeant, n'est-ce pas? Pas être long là-dessus, mais juste le mentionner. Sorte d'autoritarisme, on le sait, sanitaire peut-être, une infantilisation, je ne parle pas de dictature, hein, je n'utilise pas de grands mots, mais une forme d'autoritarisme quand même, une infantilisation du public, et ça c'est plus important que tous les débats actuels, je pense, comme si on ne croyait pas réellement à la possibilité que le public fasse des choix. Oui, c'est-à-dire que finalement, la belle intention de 2002, de la loi sur les droits des malades, la loi dite Kouchner, elle
elle partait du principe qu'on va faire confiance enfin au patient pour faire le bon choix. En tout cas, on lui reconnaît cette capacité. En tout cas, on veut bien le croire. Et brutalement, on bascule dans le monde de l'aula innocenti, c'est-à-dire on a des propositions qu'on ne peut pas refuser. Voilà, c'est-à-dire des choix un petit peu forcés. Bon, une vraie démocratie sanitaire, si je puis dire, ça reste l'horizon, bien sûr. Guide sans contraindre. J'aime beaucoup cette formule, guider sans contraindre, aller de là au-dessus, et c'est la sagesse orientale. On peut guider quelqu'un, donc le guide, c'est toujours quelqu'un qui peut manipuler, bien sûr, influer sur le chemin, choisir le chemin à la place d'eux. Mais on peut aussi guider gentiment en aidant l'autre à choisir. Voilà, ça me semble quelque chose de plus réaliste que de laisser l'autre choisir de lui-même. C'est que si on est mis en demeure, on parlera de ça dans un instant, si chacun de nous est mis en demeure de faire un choix des possibilités infinies, comme au restaurant chinois, vous savez, entre les 150 plats possibles, il est perdu. Il est perdu parce qu'il n'est pas guidé dans son choix. Alors après, on peut l'aiguiller vers un choix plutôt qu'un autre. Là, ça devient de la manipulation, bien sûr. Mais le choix en lui-même doit pouvoir être éclairé, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, toute la nuance est là, guider sans contraindre, éclairer les choix sans les influencer. Et c'est un entre-deux, c'est difficile à atteindre. Bon, pour l'anecdote, la semaine prochaine, j'interviendrai à Valenciennes au congrès annuel de l'ASFAP, c'est des soins palliatifs. J'espère que ça ne présage pas de l'avenir immédiat de la démocratie sanitaire. J'espère que non. Bon, blague à part, la démocratie sanitaire repose sur le pari. Je pense que c'est un vrai pari qui était réfléchi de cette manière-là. Pari généreux de compter sur l'autonomie de choix de patients suffisamment informés. C'est ça la démocratie sanitaire. Si on informe convenablement, donc si on ne les informe pas convenablement, la possibilité de choix est moindre. On est d'accord, c'est là toute la difficulté de la chose. Si on informe de manière libre et éclairée, de manière loyale et claire, les personnes, elles sont censées décider de manière libre et éclairée. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cela le programme de départ qui est intéressant, c'est faire le pari, comme disait Kant, vous savez, faire le pari par rapport à l'infantilisation que j'évoquais tout à l'heure, de considérer les patients comme des majeurs, de sortir du paternalisme médical, vous voyez, de ne plus les considérer comme des mineurs éternels ou des mineurs redevenus mineurs à cause de la maladie. Alors, l'angle mort ici, la difficulté dans ce pari, vous voyez, c'est qu'il fallait accepter aussi que certains, et vous le savez bien sûr, ne peuvent pas ou ne veulent pas assumer leur choix. Voilà. Il y a cette vieille problématique en philosophie de la faiblesse de la volonté, depuis Aristote, hein, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas choisir et réaliser son choix. C'est irréaliste de penser ça. Des gens qui n'arrivent pas à choisir et des gens qui choisissent mais qui ne passent pas à l'acte, n'est-ce pas? Donc, le risque, et je crois qu'on est tombé là-dedans après 2002, par rapport aux belles intentions de départ, le risque, vous le savez, c'est l'hyper-responsabilisation du patient. C'est de lui laisser tout le choix, c'est-à-dire de lui laisser l'embarras du choix. Et je fais le jeu de mots ici, c'est-à-dire de lui laisser l'embarras qui vient avec le choix aussi, d'accord? De lui laisser tout le choix, de finalement se dire c'est à lui de choisir, c'est lui qui décide. Alors ce n'est pas tout à fait l'intention initiale, on l'a vu. Et en leur laissant ainsi l'embarras du choix pour ceux qui ne parviennent pas à choisir seuls ou qui faiblissent devant le choix, eh bien on les met réellement dans l'embarras. Du coup, vous voyez, l'embarras du choix les embarrasse, si je puis dire. Donc ce n'est pas un cadeau, vous savez, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas un cadeau de leur laisser trop le choix. Voilà. Attention, ce n'est pas un retour au paternalisme. Vous voyez, c'est une corde raide, n'est-ce pas? Démocratie sanitaire, paternalisme. Je me rappelle de ces cours de médecine que j'ai moi-même assurés, où on expliquait comment on passe du paternalisme d'avant à la démocratie sanitaire, donc au respect de l'autonomie du patient, etc. Mais si ce respect d'autonomie, c'est un abandon du patient face au choix, vous êtes d'accord qu'il ne pourra pas exercer effectivement son autonomie. Car ce qui importe, ce n'est pas la reconnaissance d'une autonomie idéale, c'est l'usage qu'on fait de cette capacité, n'est-ce pas? Toujours l'usage effectif. C'est bien beau d'être reconnu autonome, mais si on n'arrive pas à exercer son autonomie, c'est un peu gênant, n'est-ce pas? Alors, l'autre écueil
Donc, dans le pari, vous voyez les deux risques. L'autre écueil, l'écueil symétrique, je pense, on pourra en discuter après, est de n'avoir insisté que sur les droits des patients, les nouveaux droits, et de n'avoir pas du tout mis l'accent, je peux vous le garantir au début, pas du tout avoir mis l'accent sur leur corollaire naturel, c'est-à-dire les devoirs du patient. C'est-à-dire on avait juste des droits, ce qui a encouragé certains, vous le savez, ce qui a encouragé certains à avoir une attitude de consommateur, vous les avez vus à l'hôpital bien sûr, consommateur de soins comme on dit, une attitude consumériste, d'usager, qui finalement choisit son médecin, choisit ses soins de manière un peu arbitraire, un peu irrationnelle. Alors, donc, si vous suivez tout ce que j'ai dit jusque-là, clairement, je vais m'intéresser à ces deux profils, essayer d'analyser cela. Ceux qui reculent devant la nécessité de choisir, parce qu'à un moment, il faut prendre des choix, le médecin ne peut pas choisir à notre place, et ceux qui, au contraire, font des choix arbitraires, irréfléchis, sous couvert d'autonomie. Vous voyez ? Et là, le médecin peut-être doit intervenir pour mettre le holà sur cette autonomie. Alors, pour éclairer cela, je vais m'appuyer sur une vieille distinction que vous connaissez peut-être d'un grand historien des idées qui s'appelle Isaiah Berlin, comme la ville. C'est un Anglais, célèbre Anglais d'origine russe, Isaiah Berlin, un juif de Russie. Isaiah Berlin, je pense que c'est lumineux cette distinction, ça va nous permettre de mieux comprendre les choses à tous, comme pour moi. Isaiah Berlin a distingué entre les libertés négatives et la liberté positive. Et vous allez trouver les deux profils de patients que j'évoquais à l'instant. Et je pense que cette distinction révèle la confusion native de la démocratie sanitaire. Cet imbroglio autour d'une définition approximative de l'autonomie. Alors, la liberté négative, qu'est-ce que c'est pour Isaiah Berlin? C'est faire ce que bon me semble, ne pas tenir compte des autres, forcément, vous voyez, poursuivre mon intérêt d'abord, n'est-ce pas? Ce sont des choix un peu à l'emporte-pièce, des choix un peu arbitraires, peut-être égoïstes, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est une véritable liberté? Vous voyez? Voilà, il dit liberté négative parce que c'est un usage contestable de l'autonomie qu'on nous donne. Vous comprenez? Donc, comme il n'y a pas de devoir pour contrebalancer ces droits, on peut aller largement dans l'excès. D'accord? Inversement, et je pense que c'est une liberté plus rare, je vais essayer de montrer ça, la liberté positive consiste à assumer sa responsabilité de ses actions. Alors, c'est pas simple, je vais insister là-dessus parce qu'on en a discuté beaucoup dans la préparation de cette soirée. C'est penser aux conséquences de ses actions. Voilà. Ne pas être, vous savez, comme le disait le merveilleux photographe, vous savez, Gilbert Garcin, je ne sais pas si vous connaissez ce photographe qui est décédé récemment, c'est une très belle photo, et il a montré la photo de personnes qui s'apprêtent à écraser un escargot, et des gens qui regardent passivement, ça s'appelle le témoin indifférent. Très belle photo. Vous regarderez ces photos, elles sont très philosophiques. Donc, ne pas être un témoin indifférent, mais assumer ses actes. Ah, cette liberté est plus difficile à retrouver, n'est-ce pas? Alors, ce que je propose ici, à partir de cette présentation, c'est de développer une approche éthique réaliste. C'est ce que je fais moi. Je n'aime pas les grands mots. Je n'aime pas l'éthique incantatoire, d'accord? Les grands mots, la dignité, les grands mots pas suivis des faits. C'est toujours un choc, vous savez, de comparer ce beau discours à la réalité de ce qui se passe dans les EHPAD, par exemple, ou ailleurs, n'est-ce pas? C'est choquant, je pense que c'est démobilisant aussi pour ceux qui ont envie d'y croire, d'accord? Donc l'approche éthique, pour moi, se doit d'être réaliste, ne pas évoquer des grands mots, mais partir de la réalité. Et la première réalité ici qu'on doit admettre pour le choix, pour l'éthique du choix, c'est qu'on n'a pas affaire à des agents rationnels. Il faut se mettre ça dans la tête, vous voyez. Le médecin qui ne comprend pas qu'un patient puisse refuser une chimio alors que le pronostic est très bon, alors que le cancer débute, eh bien c'est parce qu'il ignore qu'en fait c'est une attitude naturelle de refuser un soin pourtant nécessaire. Vous comprenez ? C'est-à-dire que on suppose qu'il va être aussi raisonnable qu'un agent, qu'un robot, qu'un agent qui voit son intérêt et qui y obéit. D'accord ? C'est pas évident. Et là,
tant pis, je le propose. Le choix le plus naturel, en fait, chez la plupart d'entre nous, et il faut travailler sur soi pour dépasser ça, c'est de fuir ses responsabilités. On est d'accord, hein? On renverse quelque chose au supermarché, on va peut-être s'éclipser en douce. Sans doute, vous ne le faites pas ici, parce que vous êtes éthique, n'est-ce pas? Mais le premier mouvement, c'est de cacher le méfait pour s'en aller. Vous avez entendu parler des ambulanciers aujourd'hui qui ont jeté un corps devant des urgences et qui sont partis? Ils ont délit de fuite d'ambulanciers, énorme. Voilà. Si vous regardez des bonnes séries américaines, ce qu'il y en a, je ne sais pas si vous avez vu une série qui s'appelle Your Honor. C'est un juge joué par celui qui a fait Breaking Bad, vous savez, Brian, comment il s'appelle, Cranston. Et c'est un juge très intègre, évidemment, très droit, etc. Et son fils, à un moment, qui est asthmatique, son inhalateur était tombé dans la voiture. En se penchant pour le ramasser, il écrase un gamin. Et le gamin est bien sûr le fils du grand mafieux du coin. Bon, c'est un peu téléphoné. Bref, le fils hésite énormément, il sort. Le gamin mafieux lui meurt dans les bras pratiquement, donc il laisse ses empreintes, c'est gênant. Mais il fuit quand même, parce qu'il a 19 ans, sa fille est foutue, etc. Et c'est au juge après de réparer ça. Et je trouve cette série, si vous ne l'avez pas vue, je ne vous raconte pas la fin, cette série est fantastique parce que le juge doit s'asseoir à un moment sur tous ses principes pour sauver son fils. Conflit de loyauté, soit il protège son fils malgré tout, donc il va mentir, etc. Soit il applique la justice, mais du coup, il risque de faire tuer son fils. Donc, je pense que la tentation la plus immédiate pour chacun de nous, et c'est prouvé par l'éthologie, vous savez, par la théorie de l'évolution, c'est-à-dire en cas de danger, la réponse spontanée, c'est la fuite, flight. Vous savez ce que disait Darwin déjà? La réponse spontanée, c'est de fuir. Fuir plutôt que d'affronter la responsabilité. D'accord? Comme dit Thibaut Hazer, qui est radiothérapeute ici à Bordeaux, vous le savez, comme dit Thibaut Hazer, on peut parfaitement laisser traîner un souci de santé délibérément. C'est pas qu'on n'a pas conscience que c'est un souci de santé, mais laisser traîner, non pas parce que voilà, on est inconscient ou irresponsable, c'est important de le dire, n'est-ce pas? Mais parce que on n'a pas forcément envie de savoir que le pire est possible, n'est-ce pas? Et qu'on va nous annoncer peut-être quelque chose de dramatique. Voilà. Donc, un dernier exemple encore, le fait de ne pas prendre son traitement. Ça interroge toujours les médecins, les soignants. Si on se met du côté du patient qui le fait, beaucoup de malades chroniques sont non compliants à un moment ou à un autre, vous le savez. Imaginez la sensation de liberté immense lorsqu'on se dérobe à l'injonction médicale. Liberté négative, certes, mais énorme liberté, n'est-ce pas? Énorme sensation de liberté. Donc, voilà, changeons de perspective. Très difficile pour les médecins de comprendre les choix frivoles, les choix inconséquents des patients. Vous voyez, j'ai souvent vu, dans les premiers temps, je faisais de l'éthique, des oncologues dire « cette personne est totalement irrationnelle ». Est-ce que c'est irrationnel de refuser un traitement invalidant? C'est pas forcément au départ, n'est-ce pas? Donc, c'est une réaction tout à fait naturelle, vous voyez, au stress, le flight, n'est-ce pas? À l'angoisse, à la peur, etc. Donc, attention au discours qui devient rapidement moralisateur ou condescendant. On m'a appelé récemment, ça ne s'est pas fait finalement, mais on m'a appelé pour intervenir dans un EHPAD pour convaincre les récalcitrants à se faire vacciner. Vous voyez, bon, ça ne disait pas grand-chose. Et c'était, moi, j'en peux plus, je ne peux plus leur parler, ils sont complètement bornés, etc. La discussion ne va pas avancer si on part de là, vous voyez, si d'emblée leur choix est considéré comme stupide, vous voyez, même s'il l'est aux yeux de certains. Voilà. Donc, il est vital pour le soignant ou le médecin d'essayer de dépasser sa réaction à l'irrationnel. Vous comprenez? Sa réaction à ce choix irrationnel pour se pencher sur les motivations, et elles existent, du refus de soins. En 20 ans d'éthique, j'ai fait juste une journée sur le refus de soins. Ça n'intéresse personne, enfin, comme thème d'éthique. C'est vraiment, ça n'intéresse personne. C'était à Gap, on a fait du ski après, enfin, c'est n'importe quoi. Et j'avais dit ce jour-là, il y a un refus du soin chez le soignant. Il y a un refus viscéral du refus de soin. Il me remet en cause personnellement. On le ressent comme ça. Il refuse
il refuse d'entendre raison, il refuse de faire ce que je lui dis. Vous voyez, le paternalisme n'est pas si loin finalement, n'est-ce pas? N'est pas si dépassé que ça. Il refuse d'entendre raison, hein, donc c'est moi qui incarne la raison. Mais fondamentalement, je vais rapidement vers le deuxième point, dernier point. Fondamentalement, je laisse ça de côté et je parle du choix à présent en tant que concept philosophique. Fondamentalement, vous le voyez, on surestime le libre arbitre des gens, notamment dans la loi sur les droits des malades. Parce que même si on n'est pas malade, on ne se comporte jamais, quasiment jamais, on va dire, comme un agent rationnel. D'accord? C'est tous nos choix importants sont des choix affectifs, sont des choix un peu précipités. Par exemple, le mariage, vite regretté. Le fait d'aller vers telle destination plutôt que telle autre, etc. Voilà. Tant qu'on n'a pas choisi, tout reste possible. Ce qui explique qu'il y ait des gens indécis. L'indécis, c'est quelqu'un d'hypersensible, d'intelligent. Vous voyez? Tant qu'on n'a pas choisi, tout reste possible, n'est-ce pas? Donc, un mot sur une référence simplement que vous pouvez lire, c'est des textes très, très amusants avec beaucoup d'exemples. C'est Dan Ariely, c'est un chercheur en économie du comportement. Bon, ça existe, Behavioral Economics, économie du comportement. C'est un Israélien qui est aux États-Unis actuellement, qui est prof dans des grandes universités américaines. Ariely, LY à la fin. Ariely s'est intéressé aux motivations des décisions. C'est ça qui est fondamental pour nous philosophiquement. Et il a montré, vous savez, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais il a montré tout ce qui influe sur nos décisions. Les fameux nudges, vous avez entendu parler de ça, les nudges, des petites poussées. Vous voyez par exemple la publicité, la flèche pour aller par là, la mouche sur les urinoirs des hommes, vous savez, pour que les hommes visent mieux. Et ils pissent dehors 30% de moins qu'avant. Parce que l'homme est compétitif, il veut viser la mouche, bien sûr. Voilà, c'est du nudge. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Le fait qu'il y ait une lumière, qu'il y ait une flèche, vous voyez, voilà. Donc, on nous manipule gentiment, vous voyez, c'est ça le nudge. Et Dan Ariely, avec une série d'exemples, je vous invite à voir ça, ça doit s'appeler « Nos décisions sont-elles rationnelles » ou quelque chose comme ça. Enfin, on le trouve facilement, c'est Champ Flammarion, c'est les livres jaunes. Dan Ariely nous dit, en fait, nos décisions sont un mélange de réflexion et de complète improvisation. Et finalement, pensez-y, toutes vos décisions fondamentales dans votre vie, est-ce qu'il n'y a pas une part d'improvisation à un moment? Une part de « allez, j'y vais, je saute le pas ». On ne ferait pas d'enfants sans ça. Si on imagine le monde de l'avenir, pourquoi faire des enfants? Il y a des gens qui vous disent « ne faites pas d'enfants », parce qu'ils n'en ont pas eu. Enfin bref, bon. Mais, vous voyez, c'est cette idée qu'à un moment, on va sauter pieds joints dans l'abîme, parce qu'on va prendre un risque. Décider, en effet, décider, c'est risquer. C'est risquer. Et Jules Romain, un écrivain oublié aujourd'hui, les hommes de bonne volonté, tout ça, au moment de la Première Guerre mondiale, Jules Romain disait génialement, une fois que j'ai décidé, j'hésite longuement. J'aime beaucoup cette formule, vous voyez? C'est-à-dire, la décision, le choix reste fragile. Et combien de choix totalement rationnels on fait dans notre vie? Bon, on peut admettre ça avec Dan Ariely. Donc, je reviens aux patients. Si aucun de nous n'est un agent rationnel, si aucun de nous ne fait un calcul, vous savez, des conséquences, comme un robot, et prend la décision la plus conforme à son intérêt, dans ce cas-là, on lui dit, on t'opère, il fait quel jour? Je suis libre mardi. Bon, c'est un peu... Ce serait inquiétant, vous êtes d'accord? Un patient qui serait partant d'emblée, c'est inquiétant. Ça vous inquiète? Non? Un patient... Bon, parce que le professeur Jobert est très convaincant, donc tout le monde lui dit oui. Mais quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec nous, ça doit nous intriguer. Comme j'ai souvent dit, je vais conclure à présent, mais comme j'ai souvent dit, on va, bien sûr, c'est compréhensible, on va se focaliser sur les patients qui disent non, les patients récalcitrants. En EHPAD, on va faire des staffs autour de la dame qui refuse la toilette, n'est-ce pas? Et on va être un peu obsédé par ce cas-là. Mais personne ne s'interroge sur les cas qui se passent trop bien. C'est-à-dire où la personne est un peu soumise, si on veut utiliser une formule un peu extrême, mais où elle accepte ce qu'on lui propose sans protester. Et là, je vous renvoie au livre d'une collègue et amie, Clotilde Legui,
qui a repris cette formule oubliée, hein, céder n'est pas consentir. Elle a fait un livre là-dessus, céder n'est pas consentir. Vous voyez, on cède ici, on ne consent pas, on cède. Comme chacun de nous, vous savez, un ami arrive un peu insistant, un peu lourd, pour dire « viens, viens, on va sortir ». Aucune envie, je viens d'assister à une soirée débat fantastique, j'ai pas envie de gâcher ça. Il insiste, et finalement on cède. Vous êtes d'accord? On va faire la gueule, on va pas prendre de plaisir. On n'est pas consentant réellement là, mais il nous a pas obligés à y aller. Il a juste insisté, comprenez? Mais il a forcé le choix. Comme disent nos enfants aujourd'hui, c'est un forceur. C'est assez bien dit, même si leur langage est assez limité, il faut le dire. Mais c'est un forceur, c'est-à-dire il n'a pas laissé le choix. J'ai quand même consenti, ou en tout cas cédé, mais voilà, je le regrette. Alors, il est temps de conclure, je ne vais pas être trop long. Les droits des patients. Terminons là où on a commencé, pour boucler la boucle. Les droits des patients reposent sur la fiction de l'autonomie. Pour moi, c'est une fiction, l'autonomie telle qu'on la présente, l'autonomie personnelle. Vous savez, il faut aller vers l'autonomie relationnelle. Il faut élargir la notion d'autonomie. Bon, je ne vais pas être long là-dessus, on en discutera peut-être après, mais la fiction de l'autonomie personnelle qui rappelle une pub pour les voitures. Vous savez, c'est la personne fière d'elle qui conduit avec une main, vous savez, qui dévore une route qui est miraculeusement vide, n'est-ce pas, qui est maître de son destin. Ça n'existe pas. Cette autonomie-là n'existe pas, bien sûr, elle est fictive. Parce que on part du principe que chacun va en faire un usage raisonnable de cette autonomie-là, qu'on lui a gentiment accordée, n'est-ce pas? Il faudrait être plus prudent là-dessus. En réalité, c'est ce que je propose à la fin. L'enjeu pour nous, c'est de passer réellement, progressivement, de la liberté négative, qui continue de polluer la notion du consentement, je pense, clairement, à une liberté plus positive, à une responsabilisation du patient qui ne soit pas une hyper-responsabilisation, guider sans contraindre, l'aider, le soutenir, mais le laisser choisir, ne pas l'influencer. Vous savez, et c'est tout à fait compréhensible, un médecin convaincu de sa science, un médecin qui pense proposer la chose, va vous faire un choix que, si vous êtes un peu hésitant, un peu soumis, vous allez admettre. Il vous a influencé, malgré tout. Est-ce que vous avez fait le choix vous-même ou est-ce qu'il vous a poussé un petit peu à le faire? Vous voyez? Je ne dis pas que c'est le mauvais choix, au contraire, c'est sans doute le bon choix. Mais voilà, est-ce qu'on l'a choisi parce que c'est le bon choix, parce que c'est le bon médecin qui le vendait? C'est ces questions-là qui sont intéressantes, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, on est dans un entre-deux, je pense, aujourd'hui. Je ne vais pas noircir le tableau. Entre-deux, entre liberté négative, liberté positive. Et l'enjeu, c'est, au lieu de répéter sans cesse, les étudiants vous le font, c'est lassant, vous savez, consentement libre éclairé, c'est des mots, vous voyez, autonomie, etc., respect de l'autonomie, analyse de cas, c'est l'autonomie du patient qui compte. Au point, peut-être que je peux donner cet exemple rapidement, on a eu un cas récemment, dans une clinique où je travaille, d'une patiente qui, c'est fréquent en soins palliatifs, vous le savez, une patiente qui ne voulait plus du tout voir sa famille, qui a dit « personne n'entre plus, c'est fini, je ne veux plus voir personne ». Mais la famille, alors, voulait vraiment la voir et n'acceptait pas la décision. Et les soignants, alors on les interrogeait là-dessus, enfin, pas que moi, tout le monde, les soignants disaient, la question c'était, quand la dame est sédatée, est-ce qu'on peut laisser les proches la voir? Alors, les soignants ont répondu, vous savez, by the book, ils ont dit non, non, elle a dit qu'elle ne veut pas voir les siens, et ça serait la tromper que de la laisser les voir quand elle est sédatée. Moi, je pense que la question se pose. Vous voyez? Et si on est dans une optique d'autonomie relationnelle, on peut se dire que les proches font partie aujourd'hui, on le reconnaît aujourd'hui enfin, les proches font partie du soin. En tout cas, ils font partie des préoccupations des soignants. Donc, il faut peut-être entendre aussi leur volonté, leurs besoins. D'accord? Voilà, donc je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est un idéal fragile, mais qu'on se doit de consolider. Merci beaucoup. C'était long.
sais pas comment on fait. Vous commencez par dire chacune un petit mot sur votre façon de voir les choses de votre point de vue, et puis ensuite on passera à quelques questions de la salle, c'est quand même un débat. Oui. Donc, vous donnez la parole si vous voulez. Essayer d'échanger. Vous voulez. Effectivement, on est là surtout pour échanger. Hein. L'idée, merci en tous les cas de cette présentation, au-delà de me faire rire, nous a beaucoup apporté. Pardon, le micro n'est pas allumé? Vous m'entendez? Là, c'est bon? Je ne sais pas si on peut retirer le masque pendant le... C'est mieux quand même. Ouais. J'ai oublié tout à l'heure. Mais... Je suis le docteur Joannet, donc effectivement médecin sur les lits identifiés de soins palliatifs à l'Institut Bergonié. Cette question du choix, effectivement, du consentement du patient, elle est très présente dans nos pratiques au quotidien, avec souvent de grands questionnements éthiques, effectivement, autour de ce sujet du choix du patient et de ce qui le guide. Vous m'entendez mieux? Oui. Non, moi je suis surtout à votre disposition. Hein, des exemples, on en a beaucoup dans notre pratique. Je pense que c'est surtout intéressant de savoir vos questions sur le sujet, je dirais. C'est à mon oui, alors oui, effectivement, on est à disposition pour les questions. Moi, je pense que Yanis, vous avez effectivement soulevé vraiment les questions, les réflexions qui se posent autour de cette question, effectivement, de cette modification de la relation entre médecin et malade, et effectivement de cette bascule entre un paternalisme et puis au contraire que le patient soit complètement libre et qu'il n'ait pas cette place. Quelle est la place du médecin là, dans cette guidance de choix, effectivement. Tout en tenant compte de la manière dont le patient va s'investir dans ce choix. Ça, c'est effectivement la grande question et la première chose à essayer de percevoir quand on rencontre un patient, je pense, pour aider là-dedans. Ce qui m'a paru aussi essentiel, c'est qu'est-ce qui se passe au moment de ce choix, et effectivement que le fait qu'on n'est pas face à des êtres rationnels et que nous, on est dans une grande rationalité où on est là pour expliquer des propositions thérapeutiques, en étant très rationnel, en expliquant d'un point de vue scientifique pourquoi c'est telle option qui a été choisie et tout ça, alors que je pense que les patients sont pas là-dedans la plupart du temps et sont effectivement plutôt dans quelque chose de très émotionnel suite à l'annonce, et où je pense qu'il faut qu'on arrive à percevoir ça pour mieux les guider sans les contraindre, puisque c'est effectivement, je pense, la bonne formule pour ce soir. Donc on pourra aussi discuter de ce qui se passe à ce moment-là, mais je pense qu'il faut que nous, on se sorte de cette rationalité pour pouvoir être dans cet accompagnement de choix. Et puis, quand même une question, parce qu'on laisse la place, j'ai bien aimé est-ce le bon choix ou le bon médecin, mais je pense que la relation, elle est certes beaucoup plus équilibrée, mais en cherchant à ce que chacun soit à sa place. Et notre rôle, c'est aussi d'informer et de donner les bonnes informations pour qu'effectivement le patient puisse faire le bon choix. Comment faire ça, et aussi la question du temps, parce que quand on est pris dans notre activité quotidienne, cette question du temps pour faire les choix, elle se pose aussi, parce qu'on n'a pas toujours, je pense, le temps qu'il faudrait pour laisser aux gens de vraiment réfléchir et avant de se décider. Voilà, donc je pense que c'est aussi quelque chose qui contraint un peu cette question. Voilà. Marie, alors la Ligue contre le cancer, c'est la seule qui n'est pas médecin ici, donc elle va nous donner plus le point de vue de ce qu'elle connaît bien, des usagers.
Alors, tout d'abord, je tiens à dire bonjour à tout le monde et puis que je serai le porte-voix, je me ferai le porte-voix d'un groupe de patients ressources de la Ligue contre le cancer Gironde, qui sont des patients, donc des personnes qui ont vécu la maladie et qui ont fait le choix de se former pour ensuite aller vers leurs pairs ou vers les professionnels pour porter cette parole. Donc, certains sont présents aujourd'hui en visio, je pense, et je les remercie parce que nous avons préparé ensemble cette intervention. Et il nous semblait en effet assez important que des personnes ayant vécu ce parcours puissent aussi donner leur vision du choix. Alors, quelques petites réflexions donc, issues de ce travail avec eux. C'est que l'éthique est une réflexion sur les voies et les conditions de la sagesse pour parvenir à la vie bonne. Alors, la vie bonne et les valeurs qui la fondent, Axel Kahn, que nous connaissions bien et qui nous manque tant, en parlait très bien. Il disait que c'est un périple intérieur, un voyage au fond de soi. L'action éthique peut être considérée comme un acte de résistance. On verra peut-être pourquoi tout à l'heure. Et nous verrons aussi certainement ce soir comment elle nous entraîne sur des chemins cabossés, nous ramenant à une contradiction permanente entre ce que nous croyons et ce que nous sommes. L'acteur moral se trouve souvent sur ce terrain mouvant où les principes généraux, les lois, puisqu'on va en parler ce soir, du droit, se confrontent à un cas singulier. Pour la personne malade, il apparaît que l'éthique est orientée vers la théorie quand la morale, elle, par contre, est conçue comme une pratique de vie qui s'impose à soi. Dans le cadre du vécu d'une pathologie chronique, évolutive ou pas, mais enfin en tout cas chronique, associée à des traitements lourds qui altèrent le corps, la balance entre le savoir expérientiel du patient et le savoir médical peut-elle s'équilibrer? Ça, c'est des choses qui sont revenues très très souvent. Cette relation n'est pas toujours considérée comme symétrique puisque le choix éclairé du patient passe par le filtre du médecin. Alors, ce qu'on entendait, c'est « il m'a présenté sa vérité », dictée par l'intérêt qu'il me porte, choix compassionnel, en fait. Mais cet éclairage contient, pour ces patients, pas mal de zones d'ombre. On aura l'occasion de les aborder au moment des questions, certainement. Donc, le choix éthique est sans doute que l'on précise les valeurs qui font de la décision. Et on verra que, au travers des questions tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment l'échange et la confiance et la relation au médecin qui va être déterminante. Bon, j'ai utilisé un mot horrible, je m'en suis aperçu après, le terme d'usager. C'est très vilain, je trouve, l'usager du système de santé. Ce sont des patients, des hommes, des femmes, et ce n'est pas des usagers quand même. Enfin, c'est le terme consacré, malheureusement. La Ligue est représentante des droits des usagers. Voilà. Faut pas oublier que le patient est en situation de vulnérabilité. Le patient de cancérologie est en situation de vulnérabilité. Il est en général traumatisé par le diagnostic. Il entame un parcours de soins qui va être long. Il est indispensable qu'on établisse entre le médecin et le patient une relation de confiance dès le début, parce que sinon rien ne sera possible. Et donc, la grosse question qu'on se pose toujours, c'est qu'on a des réunions de concertation pluridisciplinaire, qu'on a des référentiels. Donc, est-ce qu'il reste encore un espace de choix? L'espace de choix qu'on peut donner au patient, c'est la meilleure information possible, parce que quelquefois, il va avoir envie d'aller regarder sur Internet ou de prendre un deuxième avis. Donc, il va falloir discuter. Et tout ça doit se concentrer sur un espace de temps assez réduit, parce qu'on ne va pas passer l'année à discuter du choix. Il faut décider le traitement à un moment donné, parce que sinon, il y a des pertes de chance. Donc, voilà un peu toutes les réflexions que j'avais. C'est de se demander, est-ce qu'une médecine scientifique peut encore être une médecine humaine? Je vais donc vous passer la parole. Chacun d'entre vous a peut-être des questions qui le taraudent sur la question. Donc, s'il y a, oui, la première. Je vais d'utiliser les micros parce que sinon les personnes à distance ne vous entendront pas. Donc, je vais vous passer. En attendant, on peut aussi se demander si cette éthique du choix est suffisamment enseignée dès le début des études médicales. Nos étudiants en médecine sont des étudiants qui sont formatés plutôt au référentiel et la décision partagée, c'est quelque chose qui s'apprend peut-être un peu après.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. En fait, ces deux petites remarques, mais peut-être qui vont un peu alimenter le débat. Moi, je suis neurochirurgien, je m'occupe essentiellement de tumeurs cérébrales. Donc, c'est vraiment la question des choix est une question extrêmement importante. La question du choix des malades est intéressante parce que, effectivement, il est assez fréquent que le consentement soit un peu par défaut. C'est-à-dire plusieurs possibilités. La première, c'est qu'ils arrivent déjà convaincus qu'ils vont se faire opérer. Donc, ils sont d'emblée en fait décidés et la confiance est accordée à l'institution ou à la fonction symbolique qu'on représente avant même qu'ils soient informés de façon éclairée des risques, par exemple du geste chirurgical. La deuxième option, c'est qu'il arrive également qu'ils aient des troubles cognitifs qui font qu'en fait ils consentent, mais en fait c'est juste qu'ils ne refusent pas et donc ils cèdent, ils ne sont pas en mesure de consentir, et donc à ce moment-là on se repose beaucoup sur les proches, effectivement, dont la place est tout à fait majeure. Alors, c'est vrai que nous, on a souvent cette question, justement, de la validité du consentement des malades qui se pose, mais c'est des situations effectivement un peu particulières, encore que maintenant, les cancers, quand même, devenant des maladies chroniques, les patients qui ont des lésions cérébrales au cours de la maladie sont quand même de plus en plus nombreux, et donc, effectivement, il y a cet entrecroisement dans la décision. Quand le patient a une lésion frontale, eh bien, effectivement, est-ce qu'il a toutes les capacités pour consentir, pour agir de façon rationnelle. Bon, ça, c'est voilà, un premier point. La deuxième chose que je trouve assez intéressant, c'est ce que disait Amandine Kivy, c'est qu'on leur présente des données scientifiques, des données issues de la littérature médicale, on leur présente les choix d'une façon tout à fait, qu'on espère la plus objective possible, mais aussi la plus adaptée, la plus appropriée, la plus compréhensible pour eux. Et régulièrement, il arrive en fait qu'ils nous demandent, mais en fait, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont même pas convaincus que ce qu'on leur présente est la solution que nous choisirions en tant que sujet, et pas simplement en tant que représentant du savoir médical. Et voilà, donc c'est vrai que là, ils nous demandent effectivement une forme d'engagement que je trouve toujours très intéressante, parce que on n'est pas à leur place, mais on pourrait imaginer y être. Et voilà, ça fait vraiment appel à notre réflexion et à notre engagement, je crois. Voilà. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et effectivement, on a une responsabilité énorme dans le type de réponse qu'on donne. Et normalement, on ne doit pas s'identifier, mais pour eux, si on fait ça pour nous, notre famille, c'est que c'est le meilleur choix. Donc, c'est vrai que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Guy Cantor, qui est donc à la Ligue contre le cancer, professeur Guy Cantor, radiothérapeute, et qui est actuellement responsable du projet patient partenaire, non seulement pour le comité départemental de la Gironde, mais également au niveau national. Oui, moi, pour avoir, je vais peut-être enlever ça, pour avoir entendu une partie des entretiens avec les patients, d'abord, j'ai été très impressionné par leur maturité. Ensuite, par le fait que l'engagement éthique dans lequel eux-mêmes se situent est très important. On pense toujours, en tant que praticiens, qu'ils vont être très concernés par des choix techniques. Mais en réalité, ils se disent qui est-ce que j'ai en face? Quelle est sa moralité? Qui est-il? Et la dimension morale et éthique est un facteur essentiel pour la confiance. Et je n'avais pas cette notion avant de ces discussions ouvertes comme ça. Je veux le meilleur spécialiste. Le meilleur spécialiste, c'est aussi celui qui sait me parler et qui est capable en qui j'ai confiance parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Et ça, je crois que c'est une dimension. Puis la deuxième réflexion qui n'existe pas clairement dans la loi Kouchner, l'article dit « Toute personne est informée de son état de santé ». Mais dans notre démarche, jusqu'où on va sur le pronostic. Et comme mon collègue est allé avoir traité beaucoup de patients avec des tumeurs cérébrales primitives, jusqu'où faut-il aller dans l'énoncé du pronostic? Souvent, les malades le savent. Ils le savent d'ailleurs mieux que nous parce qu'ils le sentent de manière irrationnelle, mais je pense que la perception des choses d'une extrême gravité fait partie de la nature existentielle des gens. Et je pense que pour avoir entendu certains collègues qui sont allés très loin dans les démarches relationnelles avec les patients multimétastatiques,
en particulier au moment où on est encore dans une phase active d'un traitement. Je crois qu'on ne peut pas aller loin si on n'est pas allé au bout de l'explication du pronostic, la gravité. Il y a un bruit de fond cancer qui dit que c'est une maladie mortelle, quoi. Le risque, il est mortel. Le mot cancer est lié à la mort. Mais en réalité aussi, je crois que si on ne va pas sur l'énoncé du pronostic, et ça, il faut du courage pour le faire. Les neurochirurgiens sont parfois brutaux, mais ils ont ce courage. On ne peut pas aller assez loin avec les gens sur quel est l'enjeu. Et ça, c'est un enjeu, c'est une démarche aussi de grande sincérité. Oui, alors je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois que c'est un enjeu essentiel en fait quand, cette relation de confiance, et effectivement, je pense qu'elle est basée déjà sur la sincérité et sur le fait de pouvoir effectivement informer malgré tout ce que le diagnostic peut avoir de difficile et tout ce que ça peut engendrer on a parfois l'impression de faire du mal dans le sens où on annonce des choses terribles. Mais je partage assez cet avis que je pense que si on veut qu'il y ait un véritable échange et que cet échange se fasse autour des enjeux de vie, de choix de vie, il faut que la situation, en tout cas, soit la plus claire et la plus partagée entre le professionnel de santé qui détient l'information médicale et le patient, tout en l'adaptant, bien sûr, en essayant d'être le moins brutal possible. Mais je pense que ce souci de vérité et de sincérité, il est essentiel à cette relation de confiance pour pouvoir ensuite discuter des enjeux et des véritables choix qui peuvent se proposer. Et après, pour rebondir sur le côté technique et rationnel, je pense qu'effectivement, on est des médecins très bien formés sur le plan technique, peut-être un peu moins sur le plan humain. Et si on veut aussi que cette relation de confiance se fasse, et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel à la question du choix et du consentement, il faut qu'on dépasse cet aspect technique, bien sûr, et qu'on arrive à rentrer dans une vraie relation et qu'effectivement, on arrive à montrer ce côté, qu'on n'est pas que quelqu'un de technique, en fait, qu'on arrive à montrer ce côté de nous-mêmes. Et on voit bien la réaction des patients en général quand on passe sur ce côté, au-delà des informations techniques, on passe sur ce moment d'échange un peu plus intime, un peu plus sur leur vie, sur leur... où tout de suite, il se passe quelque chose quand même dans la relation et où je pense que c'est vraiment fondamental pour que cette relation se crée et que les choix puissent se faire ensemble après. Et c'est vrai que parfois, on est confronté à des discussions entre collègues ou sur le fait qu'on ne comprenne pas qu'un patient refuse une proposition thérapeutique, ou alors que j'ai quelqu'un qui me disent mais j'ai expliqué de manière très claire, je lui ai montré, je lui ai donné des chiffres, et je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas que ce soit ça qui doit être fait. Et je pense que malgré toute cette compétence-là, et s'il n'y a pas ce côté d'entrer en relation, on ne va pas arriver à établir cette confiance nécessaire à ce choix partagé, quoi. Et juste un dernier commentaire, je trouve qu'il est dommage que sur un débat sur le choix, le principal partenaire qui est le malade ne soit pas présent physiquement à cette table. Vous allez le représenter. Ça, je le dis. Bon, tant mieux. Oui, je peux répondre, ouais. Dominique. Il y a une petite réponse d'abord pour vous répondre. Vous m'entendez là? Je crois que c'est bon, oui. Oui, alors moi je crois que pour les patients, il y a toujours un a priori favorable sur le médecin. C'est toujours quelqu'un de bien. Voilà, je pense que ça c'est une évidence. Mais quelques réflexions là qu'ils m'ont donné sur la décision partagée, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, Madame. La priorité pour eux, c'était de prendre le temps. Parce que le temps, il disait, n'a pas la même valeur pour tous et nous n'avancerons pas tous au même rythme. Donc ça, le temps, c'est vraiment quelque chose qui est revenu très très souvent. La décision partagée, c'est avant tout clarifier, identifier en binôme patient-médecin ce qui pourrait poser problème à l'un comme à l'autre.
parce qu'ils ont bien conscience de la difficulté pour le médecin. Ça, c'était quand même, c'était clairement exprimé. Avant d'avancer sur le choix thérapeutique et les incertitudes qui s'y rattachent, il mettait en évidence l'espace de co-construction justement de ce débat, de cet échange où la confiance s'installe. Et là, ça rejoint tout à fait ce dont vous parliez tout à l'heure. Il faut s'apprivoiser, respecter l'autre dans sa singularité et dans ses compétences, qu'elles soient évidemment profanes ou initiées pour le médecin. Rappelons que décision partagée signifie d'un commun accord. Ça, c'était vraiment important pour eux. Car il ne faut pas non plus que cette demande de symétrie dans la décision confère au médecin une place de prestataire de service. Ça, ils l'ont aussi exprimé. Bonsoir, je m'appelle Carole Druel. Alors justement, je voulais dire à monsieur, alors je suis toujours patiente de Bergonié, même si je suis en rémission depuis 2015. Donc voilà, je vais juste donner un peu mon avis de malade. Alors j'explique pourquoi je suis toujours suivie à Bergonié aujourd'hui, parce que je suis détectée, j'ai mon BRCA1 qui est délétère. Donc, je viens de subir cette année une annexectomie bilatérale prophylactique. Donc, je vais être encore suivie par rapport à mes seins, puisque maintenant, il y a une question, parce que moi, comme j'ai eu un cancer métastasé, donc voilà, il y a possibilité, effectivement, la question se pose, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas? Donc, ça fait quelques mois que je suis resuivie. Alors, par rapport au fait de confiance, moi, parce qu'effectivement, je pense que quelque part, dans le choix d'un patient, est-ce que je me fais soigner, est-ce que je ne me fais pas soigner? Moi, de par mon expérience, je ne me suis même pas posé la question parce que ça s'est tellement fait rapidement et ce n'était pas à Bergonié à l'époque où j'étais suivie. J'étais suivie dans une clinique en Gironde, que je ne citerai pas. En 4 jours, j'ai été opérée. Voilà. Donc, quand on vous annonce que vous avez un cancer, que voilà, tout est vite fait, on vous fait passer les examens, vous êtes pris dans une spirale, vous n'avez même pas le temps de dire « je vais prendre un avis ailleurs ». Donc, ça a été fait. Après, le médecin m'a dit « ne vous inquiétez pas, Mme Druel, de toute façon, j'en fais 15 à la douzaine ». OK. Sauf qu'il s'avère que, comme c'est un cancer génétique, c'est un triple négatif. Donc voilà, cancer bien particulier. Donc ça a mis 5 ans avec découverte d'une métastase au foie. Donc quand je vais à Bergonié, je vous dis, je suis un cas atypique parce qu'aujourd'hui je n'ai plus rien. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, voilà, quand on se retrouve confronté à une annonce telle qu'un cancer et qu'on est pris dans une spirale où on n'a même pas le temps de réfléchir, on ne se pose pas de questions, on a 45 ans, on a 3 enfants, on est seul à charge à les élever, on se dit, je me fais soigner. Et on est parti. Voilà. Et après, alors ce que je tiens à préciser, c'est que voilà, donc il y a cette question de confiance qui, maintenant, j'ai trouvé à Bergonié, certes, et je le dis, et je le crie haut et fort à des gens qui sont aujourd'hui, qui me parlent de cancer. Voilà, moi vous êtes ma référence, Bergonié, parce que depuis que je suis depuis 2012 à Bergonié, puisque j'ai eu mon cancer en 2011, je suis prise à chaque fois, donc je sais que ce sont des réunions multidisciplinaires, mais avec des spécialistes vraiment qui sont concernés. Et je sais qu'il y a ça, j'ai une question, la personne n'est pas forcément en mesure de me répondre, elle va prendre rendez-vous avec un confrère ou une consoeur et qui m'amènera une réponse. Et c'est ça qui est super important aussi par rapport aux patients, c'est d'avoir des réponses. Alors même si la médecine ne peut pas toujours s'expliquer, parce que moi, ma métastase au foie, soi-disant, elle a disparu si c'était une métastase, d'après ce qu'on m'a dit, comment ça se fait? Pour une interrogation. Je suis un cas particulier, je suis atypique, voilà, je passe partout. Alors, effectivement, tout ne s'explique pas, mais déjà, quand on a confiance, et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, merci, c'est primordial. La confiance, parce que, en même temps, je pense que s'il y a confiance, c'est que la personne que l'on a en face, en l'occurrence le médecin, pour moi,
Ce qui est important, c'est ce côté humain. Le côté humain, émotionnel, parce que en tant que malade, on a la peur. Parce qu'avant tout, c'est quoi? C'est la peur au ventre. C'est-à-dire parce que cancer, comme je disais tout à l'heure, égale mort pour beaucoup de cas. Pour 3/4 des gens, c'est ça. Hein. Donc déjà, ça commence par la peur. Donc, il y a tellement d'émotions, le patient est tellement submergé d'émotions, et que le médecin, effectivement, que l'on a en face, si on sent que cette personne a un côté humain, c'est-à-dire qu'elle a aussi des émotions, pas forcément qu'elle les fasse retranscrire, mais qu'on sente qu'il y a une relation humaine, bah déjà, c'est beaucoup de choses gagnées pour le patient. Et après, la question du choix, je me fais soigner, je ne me fais pas soigner, c'est plus... Voilà, c'est très personnel, vraiment personnel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la vie du patient. Et je dis ça parce que moi, il y a quelque temps, quand on m'a fait l'opération au mois de mai, c'était le 31 mai, il s'est avéré que quand on est rentré dans ma chambre, le chirurgien, après, est venu me voir, me dire « Madame Druel, est-ce que vous avez eu une hernie au foie ?» J'ai dit « Pas du tout ». Il me dit « Parce qu'on a découvert une poche blanche sur votre foie, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais vu ça. » D'accord? Ok. Donc, biopsie, forcément. J'ai attendu 1 mois. Et je me suis dit, et là, je me suis dit, alors que j'avais fait le choix de me faire opérer, chimio, radiothérapie, j'ai tout eu pour le sein, je me suis dit, eh bien là, si on m'annonce que c'est positif, ben, qu'il y a un cancer au foie, je ne me ferai pas soigner. Non, je ne me ferai pas soigner. Parce que je ne revivrai jamais l'enfer que j'ai vécu. Parce qu'il y a eu 4 ans et demi de traitement, certes. Pendant 4 ans et demi, on m'a pratiquement fait comprendre que j'allais peut-être... Il y avait de grandes chances que j'y passe. Donc pendant 4 ans et demi, j'étais en combat avec moi-même, à me dire je me fais soigner parce que j'ai 3 enfants et que ces 3 enfants, ils ont besoin de leur mère, sachant que le père n'était pas là. Bref. Et en même temps, je me disais, mais j'ai envie que tout s'arrête. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai plus de cheveux, j'ai plus de poids, j'ai plus de ci, j'ai plus rien, j'ai plus de libido, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Et ça, je me suis dit, je ne veux jamais le revivre. Aujourd'hui, mes enfants sont grands. Certes, on a toujours besoin d'une maman, mais je me dis, en attendant, ils peuvent, aujourd'hui, je fais mon rôle, je pense que je les ai accompagnés. Aujourd'hui, ils peuvent être autonomes sans moi. Donc, je me dis, aujourd'hui, voilà le choix, la question, puisqu'on est là pour en parler. Oui ou non, je me fais soigner. À une époque, j'ai dit oui. Aujourd'hui, je dirais non. Voilà. Et c'est pour ça que ça appartient vraiment à chacun par rapport à sa vie, par rapport à ce que l'on a vécu. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans la vie du patient que vous avez en tant que médecin devant vous et qui va l'aider à prendre son choix ou pas. Quel choix il va faire? Parce que ça va dépendre aussi de sa vie, de son histoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, l'histoire du patient que vous avez aussi. Et on n'en tient pas compte, et c'est normal, parce que vous ne pouvez pas tenir compte de toute l'histoire des gens que vous avez en face. Et en tant que médecin, je peux comprendre que votre rôle, c'est de dire, oui, mais si, on est là parce que vous croyez en la vie, vous croyez en plein de choses, et que vous avez envie d'aider les gens, et... évidemment, évidemment. Et c'est tout à fait louable, légitime et tout. Mais la personne en face, elle a une histoire. Elle a des choses. Elle a vécu des choses. Et son choix, souvent, il est déterminé justement parce qu'elle a vécu. Et moi, aujourd'hui, cette expérience de 4 ans et demi de traitement, d'enfer, de combat avec moi-même, psychologiquement, physiquement, je ne le revivrai pas 2 fois. Voilà, c'est tout. Merci, merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de ce témoignage très important. Avant, je voudrais qu'on garde un peu d'espace pour la partie rechute, fin de vie, soins palliatifs. Et avant, je voulais juste répondre à la question du pronostic. Certes, quand on parle de tumeur cérébrale,
Quand on parle des tumeurs que vous connaissez, Guy et vous, j'ai peut-être plus de possibilités de donner des pronostics assez précis aux patients. Il y a beaucoup de tumeurs, finalement, où on ne sait pas très bien quel est le pronostic, et en particulier les tumeurs du sein. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a des patients, et l'exemple que vous donnez en matière de cancer du sein triple négatif est un exemple important, qu'on a des patients qu'on a gardés pendant un certain temps en disant on essaye de jouer la montre, et puis un nouveau traitement arrive, et les choses se transforment. Et donc annoncer un pronostic vital extrêmement noir, parce qu'on sait qu'un mélanome malin métastatique il y a 5 ans, c'était mortel dans 60-90% des cas. On sait qu'un cancer du pancréas, c'est mortel. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de nouveautés à annoncer. On sait qu'un cancer triple négatif avec des métastases, c'est souvent rapidement mortel. Et puis, hop, un nouveau traitement apparaît, on change tout. Donc, moi, j'ai toujours eu du mal à annoncer formellement un pronostic et je pense qu'il est important de laisser aux patients toujours une fenêtre d'espoir en lui expliquant que voilà, on ne sait pas tout, que peut-être les choses vont mal se passer, mais qu'on fait pour le mieux et que dans ma pratique de cancérologie, le fait de jouer la montre, ça peut être important à condition que ça ne soit pas insupportable, bien entendu, et qu'on ne fasse pas des choses déraisonnables en matière de traitement. Moi, madame, actuellement, c'est fini. Enfin, vous n'avez pas dit. Au contraire. Oui, mais ça s'acquiert. Moi, on m'a toujours tenu à Bergogne. Oui, mais ça, vous l'avez bien vécu. Ah non, oui, tout à fait. Mais juste pour faire un commentaire, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, mais pour illustrer ce que disait cette dame, en fait, la problématique ou la chose la plus importante, c'est la confiance. Je crois que sur certains pronostics, on n'a pas de doute, malheureusement, sur l'évolution éventuellement fatale de telle ou telle tumeur, mais pour la majorité des tumeurs, on ne connaît pas toujours l'évolution. Je pense que les médecins, il faut apprendre de temps en temps à savoir qu'ils ne savent pas tout, bien évidemment, et qu'on connaît beaucoup de choses, mais sur les pronostics, c'est très difficile de se prononcer. On nous demande souvent de lire l'avenir dans la boule de cristal. C'est vrai que sur beaucoup de tumeurs, et de temps en temps, je pense que mes confrères, et moi-même, ça m'est arrivé, on a toujours peur de dire qu'on ne sait pas. Parce que si vous dites « je ne sais pas », vous risquez de perdre la confiance du patient. Donc, c'est plus facile de dire « je sais » plutôt que de dire « je ne sais pas ». Et c'est là tout le jeu qui intervient pour pouvoir entretenir cette confiance avec le patient. Mais dans une maladie que tu connais bien, qui est la leucémie myéloïde chronique, l'apparition du médicament miracle a totalement changé, alors que 3 ans avant, on aurait pu annoncer à des patients qu'ils en avaient pour 5 ans et c'est terminé. À partir du moment où vous avez un traitement efficace, c'est beaucoup plus facile. Voilà, bien sûr. Parce que vous êtes convaincant et que vous y croyez. Mais pour autant, sous forme de question, est-ce qu'il est pertinent de donner un pronostic vital sombre à quelqu'un qui ne le demande pas ? Est-ce que c'est garant d'une confiance que de donner un pronostic à quelqu'un qui ne le demande pas ? Je crois que la première chose qu'on essaye de faire, enfin moi que j'essayais de faire dans ma pratique, c'est d'essayer de savoir ce que le patient a besoin et envie de savoir. Et quelquefois, ça évolue. Donc, on peut très bien dire un certain nombre de choses au début, et quelquefois, on est trahi par d'autres médecins qui ont cru bon de donner un pronostic, alors que finalement, au début, le patient n'a pas forcément ni l'envie ni le besoin de tout savoir. Alors, moi, effectivement, en revenant sur la confiance, moi, j'ai fait confiance, oui, mais j'ai fait confiance, je pense aussi, à quelqu'un qui a fait preuve de trop de confiance en lui, en fait. Parce que quand il m'a dit, vous savez, vous risquez rien, j'en fais 15 à la douzaine. Non. Après, vous vous dites, mais quoi, je suis une poule déjà à la base, je suis 15 à la douzaine. Ça veut dire que Madame Druel, en fait, il a voulu me rassurer, être très rassurant, en me disant, mais vous inquiétez pas, votre cancer, ça se soigne aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais, mais j'ai tellement fait confiance qu'au bout du compte, non, après, je suis partie parce que même eux, ils ont dit à ma mère, ah, mais de toute façon, aujourd'hui, ça fait la 2e chimio, elle ne répond pas à ses traitements. Honnêtement, on ne peut plus faire quelque chose pour elle. Voilà. Donc, mais c'était ailleurs, c'était pas à Bergogne. Franchement, honnêtement.
Donc voilà, excusez-moi, juste la question de confiance, c'est important, mais à savoir que, franchement, la personne que l'on a en face, qu'elle en fasse pas trop. C'est tout. Est-ce qu'on peut parler maintenant des choix difficiles qui se présentent? Oui, on va vous donner la question, puis on en parlera après. Alors, les choix difficiles qui se présentent au moment de la rechute, de la deuxième, de la troisième rechute. Alors, choix difficile pour le patient, choix difficile pour le médecin, et puis également toute la partie choix de la fin de vie et soins palliatifs. Oui. Tout d'abord, bonsoir. Du coup, ma question va peut-être rejoindre en partie ce que vous venez d'aborder. Déjà, du coup, on a pu aborder que il y a parfois une surprise de la part des professionnels vis-à-vis de la réaction des patients quand il y a une proposition de protocole ou d'intervention qui semble efficace et pertinente vis-à-vis du trouble qui est supposé ou diagnostiqué. Et ma question, du coup, c'était est-ce que vous auriez en dehors de consolider la relation avec le patient, quelles sont les démarches en fait que vous, en tant que professionnel, vous mettriez en place suite à un refus? Et une autre question, ce serait est-ce qu'on peut considérer les proches ou l'entourage comme des patients à part entière du fait de leur prise en compte dans le soin, dans le dispositif de soins? Je veux répondre sur le refus. Le refus et les proches. Ce qu'on fait face à un refus, c'est sûr que le refus, ça questionne, mais enfin, ça doit permettre de donner du temps. Un patient qui refuse un traitement, d'abord c'est son droit, mais effectivement, on se doit de persévérer, en tous les cas, dans l'information qu'on lui donne, mais de persévérer en se faisant aider. On fait souvent intervenir à ce moment-là les psychologues où on rediscute en équipe, effectivement, d'essayer de mieux comprendre le pourquoi du refus, surtout. Après, chaque cas est différent, mais c'est vrai que sur un refus, sur une pathologie dont on pense qu'on a vraiment des traitements qui peuvent guérir le patient, effectivement, on va tout mettre en œuvre pour le convaincre, mais c'est vrai que c'est pas forcément. On ne va pas être en répétant toujours la même chose. Donc, il faut trouver d'autres chemins pour réussir à convaincre. Donc, il faut se poser effectivement des questions, de savoir, on n'a peut-être pas trouvé les bons moyens pour y arriver. Mais il faut vraiment chercher. Moi, ça m'évoque le cas d'une jeune patiente qui avait refusé un traitement, effectivement, et l'oncologue était venu vers moi un peu désarçonnée en se disant « je ne comprends pas, elle refuse formellement la chimiothérapie parce qu'à l'évocation de l'infertilité qui va être rapportée, enfin qui va être liée à cette chimiothérapie, elle refuse formellement ». Donc effectivement, ça a nécessité de creuser la question, pourquoi cette femme, effectivement, mettait sa vie en jeu parce que la notion d'infertilité était inentendable. Et effectivement, il y a eu un autre entretien et avec l'aide de psychologues et pour aboutir à une histoire de vie qui expliquait ce choix, parce que cette jeune femme, elle avait subi un viol. Donc effectivement, la question, elle avait dû avorter après ce viol. Donc la question pour elle de porter un enfant était essentielle dans sa vie. Et elle était prête à mettre sa vie en péril, à ne pas être traitée, plutôt que de s'entendre dire qu'elle risquait de perdre la possibilité d'être maman. Donc typiquement, c'est une histoire complètement hallucinante, mais en même temps, elle avait sa raison à elle de refuser ce traitement. Après, finalement, elle a fini par accepter d'ailleurs, mais ça a été tout un cheminement pour l'accompagner, effectivement. Je crois que chaque histoire de vie est différente. Au médecin d'avoir l'humilité, effectivement, à chaque fois nécessaire, de ne pas penser qu'on remet en question ses compétences, parce que c'est rarement le cas. Au final, je pense, bien souvent, les refus, c'est plus souvent une histoire de vie qui fait qu'il y a quelque chose qui bloque. Et effectivement, il faut souvent, des fois, prendre le temps aussi de reprendre les choses avec le patient et de comprendre le pourquoi du refus. Après, oui, à nous aussi de donner la bonne information et puis de tenir compte de la qualité de vie du patient, des conséquences du traitement sur sa vie, sur sa qualité de vie future, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. On n'a pas tous la même représentation, je pense, de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est à nous de respecter dans tous les cas le choix. Mais bon. Alors, les proches, est-ce que les proches ont une place
pour aider le patient ou le médecin dans les choix? Oui et non. Les proches, alors déjà, tout dépend de la place que le patient donne à ses proches. Je pense qu'on voit déjà, selon si on a tous des patients qu'on voit toujours seuls ou des patients qu'on voit systématiquement accompagnés avec une personne, et on arrive assez vite à percevoir, je pense, la dynamique relationnelle, familiale ou amicale qu'il y a autour de la maladie, en tout cas. Et c'est ça qui va guider un peu la place qu'on va leur donner, tout en n'oubliant pas que d'être centré sur le patient, mais c'est ça qui va, je pense, nous guider sur la place à donner à ses proches. Après, dans la question du choix, on voit bien et on sait bien que la place des proches peut être déterminante aussi. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, que vous aviez fait tout ça parce qu'il y avait vos enfants et qu'il n'y avait pas de papa et que voilà. Bien sûr qu'on a souvent aussi des patients qui nous disent je fais ça pour ma femme ou pour mon mari ou pour mes enfants, mais je ne le fais pas forcément. Si j'étais tout seul, je ne ferais pas pareil. Donc les proches influencent forcément, parce que c'est l'histoire de vie du patient, les proches. Donc forcément, il y a une influence. Après, à nous de savoir, c'est pas toujours facile de leur laisser la juste place, parce que parfois il y en a qui la prennent au-delà de la place du patient, qui vont vouloir nous voir, nous demander des choses. Sans le patient, sans que le patient soit présent. Donc ça, c'est toujours des situations qui mettent assez mal à l'aise et où il faut pouvoir, je pense, reposer les choses en disant que, de demander au patient s'il est OK pour qu'on les voit, qu'on les voit seuls. Alors après, il y a la question que soulevait Olivier tout à l'heure des patients avec des tumeurs cérébrales où la place des proches est encore plus questionnante parce qu'effectivement, de par leur pathologie, ces personnes deviennent très vite dépendantes des proches et à la fois sur le plan physique ou sur le plan cognitif. Et c'est vrai qu'on voit très bien que ça nous questionne encore plus dans le suivi de ces patients-là parce que les proches prennent une place parfois beaucoup plus importante que le patient et où de temps en temps, il faut qu'on arrive à faire ce petit pas de côté pour dire attention, c'est pas avec la maman ou avec le mari qu'on décide des choses, mais de repositionner le patient à sa place. Mais c'est vrai que le glissement peut se faire assez facilement, quoi. Donc, je pense qu'il faut être vigilant, quoi. Vous nous donnez une limite de temps ou... Il y a le rôle de la personne de confiance aussi. 30 minutes, très bien, parfait. La place du proche. Alors, la place du proche, vous faites tous beaucoup référence à l'histoire de vie. Et effectivement, l'histoire de vie, c'est aussi les proches qui sont indissociables, à mon sens, du malade. Mais ça questionne aussi, quand même, à ce niveau-là, le secret médical. Bon, voilà, on ne s'est pas interrogé là-dessus, mais ça peut être aussi une question. On a toujours le souvenir de plusieurs familles qui envoient un mot, qui téléphonent avant ou qui passe à la porte de consultation pour dire surtout, il ne faut rien lui dire. Alors, vous voyez, au XXIe siècle, comme c'est facile. Donc, mais ça existe encore. Ça, oui, ça existe. Moins quand même. Ça existe encore. C'est toujours compliqué. Enfin, après, oui. C'est quand même le patient. Oui, juste une petite réflexion supplémentaire, c'est que la conférence ce soir s'appelle Éthique des choix et je crois que le pluriel est très important parce qu'en fait, en cancérologie, comme les traitements sont souvent assez protocolisés sur des périodes de temps assez longues, les patients ont l'impression que leur choix va être gravé dans le marbre et qu'ils ne pourront plus revenir dessus. Et je trouve que moi, c'est quelque chose qui est, je pense, très important aussi des fois pour faire accepter un traitement, c'est de leur dire qu'effectivement, la tolérance, on ne peut pas l'anticiper et que le choix est réversible à tout moment et que effectivement, si le patient ne tolère pas bien le traitement, et bien à ce moment-là, il pourra revenir sur cette décision. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout et ça, c'est quelque chose qui souvent emporte finalement qui permet d'obtenir un consentement. Le patient se dit oui, effectivement, on se reposera la question de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, en fonction de vraiment de quelle qualité de vie ce traitement peut m'offrir aussi. Et je crois que c'est un élément important de dire que le choix, de toute façon, ne sera jamais figé. C'est quelque chose de dynamique qui est toujours, qui peut toujours être remis sur la table et sur lequel il faut discuter. Et la deuxième chose, je pense qu'un élément important, et Guy Cantor en parlait, sur le pronostic, je crois que la question du doute est essentielle en fait. Et je crois que pour que les patients puissent faire confiance, il faut aussi
leur faire part de toutes les incertitudes et de tous les doutes qui pèsent. Enfin, une tumeur cérébrale, la seule certitude qu'on a, c'est que si on ne traite pas, elle va évoluer. Mais ensuite, de là, la réponse effectivement au traitement, la tolérance du traitement, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas donner de réponse. Et le fait qu'on reconnaisse les limites de ce savoir médical, je crois que pour les patients, c'est quelque chose qui est assez rassurant de se dire, oui, en fait, on sait ce qu'on sait, on sait aussi ce qu'on ne sait pas, et je crois que ça voilà, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas donner de réponse individuelle en plus, parce que la facilité pour nous, c'est de se réfugier sur des courbes de survie actuarielles où on a une médiane de survie à 5 ans de 80% ou de 60% ou de 20%. Mais en fait, à l'échelon individuel, ça n'a aucune valeur, donc c'est là où c'est très difficile. Ces chiffres, ils les trouvent en fait, et c'est ça qu'ils trouvent sur Internet d'ailleurs. C'est justement tout l'intérêt de la relation avec quelqu'un qui sait interpréter ces valeurs, parce que nous, quand ils trouvent 14,6 mois de médiane de survie, ils sont persuadés que c'est le coup près, quoi, que c'est la date de leur mort. Ils n'ont qu'à compter 14 mois à partir du diagnostic, alors que c'est une valeur absurde. Et quand on leur dit simplement c'est une maladie grave, souvent ça suffit en fait à pouvoir prendre les décisions qu'on juge bonnes pour soi. Quand on se sait atteindre une maladie grave, je crois que moi maintenant je leur dis ça, c'est une maladie grave. Et la plupart du temps, la question du pronostic, effectivement, ne se pose pas. Et pourtant, elle est essentielle parce que comment prendre une bonne décision pour soi si on s'imagine que dans 10 ans, on sera toujours là, alors que peut-être qu'effectivement, dans les tumeurs cérébrales, on sait que malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas, quoi. Donc, voilà, c'était juste mon témoignage. Je pense qu'effectivement, tu soulèves ce qui est important. Il faut ramener à l'individualité, mais je pense que la question du pronostic, on l'évoque, je pense, de manière assez globale. Je pense que spontanément, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'oncologues qui donnent des courbes de survie spontanément. Voilà. Après, les patients vont nous questionner là-dessus parfois. Et souvent même, à nous d'expliquer effectivement que la courbe de survie, il y a aussi des extrêmes et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et de savoir dire on ne sait pas, ça effectivement, je crois qu'il faut arriver à le dire, et que je pense qu'effectivement, au contraire, ça rassure plutôt que ça fait peur, enfin, je vous dirai, mais je pense. Et la question aussi pour l'avoir effectivement expérimenté, de dire que tout est révisable tout le temps, c'est-à-dire que, ça m'interpellait quand vous disiez tout à l'heure, si là on me disait, qu'il fallait que je reprenne un traitement, c'est certes, je dirais non. Je pense qu'après, notre rôle aussi, c'est justement de redonner l'information dans la situation dans laquelle les situations sont très différentes quand on est aussi dans une situation curative ou non, quand on est à une rechute, une deuxième, une troisième, alors qu'on est dans une prise en charge initiale. Je pense que les discussions sont pas les mêmes, et de savoir dire, les traitements, c'est cela, les effets secondaires qu'on connaît, c'est cela, mais je ne sais pas comment vous allez réagir, et on en discutera, c'est-à-dire que si ça ne se passe pas bien sûr qu'on rediscutera du projet et qu'on verra si ça a toujours du sens pour vous de suivre ce traitement. Voilà, je pense que c'est important effectivement qu'il n'y ait pas cette notion de c'est décidé une fois pour toutes et on ne peut jamais revenir en arrière, quoi. Ouais. Marie, un commentaire encore? Non. Je rejoins ce qu'il dit, évidemment. Ouais, alors là, il y a à moins qu'il y ait une autre question dans la salle, sinon, oui, Laura? Ah non, pardon, j'avais pas vu. Pardon. Merci. Donc, je suis une patiente, moi aussi, et je suis suivie à l'Institut Bergonié. Très rapidement, sur la réversibilité du choix entre une tumorectomie et une mastectomie, là, il n'y a pas de réversibilité. Donc, sur les choix, même si le professionnel l'explique de façon très technique, très simplifiée, très abordable pour le patient, c'est très violent. Il y a des choix qui sont très violents à faire. Donc, merci aux professionnels qui nous disent vous n'êtes pas seul, on va vous accompagner. C'était mon cas. Et voilà. Et ça va se passer. Ça va bien se passer. Sur le deuxième volet, qui était celui de l'accompagnement de l'entourage, à titre personnel, moi, j'ai préféré être toute seule. Bon, mon mari m'a accompagnée au départ, mais après, j'ai estimé que c'était moi. Que c'est moi, toujours qui subis. Et que, voilà, il y a une information, bien entendu, il y a un partage, un accompagnement. Mais voilà, ça, c'est mon témoignage. Et autre chose, il y a les soins. Alors, il y a les établissements. Et il y a à côté, il y a la Ligue à laquelle j'ai adhéré, mais il y a aussi la Maison Rose de Bordeaux à laquelle je vais beaucoup.
Et franchement, ce sont des partenaires très, très importants. Voilà. C'est tout, Oui, non, ça rejoint ce que je disais, c'est que tous les patients ont besoin de... Enfin, tous, non, mais les patients qui le veulent ont besoin de lieux où ils peuvent se ressourcer en dehors des lieux de soins, puisque c'est une vie différente et c'est très important qu'il y ait cette offre des associations pour tout ce qui est autour, après, pendant, etc., etc. Je voulais qu'on aborde maintenant, parce que dans le temps qui nous reste, c'est quand même une question importante en cancérologie, c'est le choix, qu'est-ce qui reste de choix au moment de la rechute, comment on gère les choix de la rechute, de la deuxième, de la troisième rechute, et puis également comment on va gérer les choix de la fin de vie, parce que alors là, c'est un débat éthique essentiel, et le patient a son mot à dire, il a écrit ses directives anticipées s'il l'a fait, mais voilà, comment on gère tout ça. Quand on a suivi un patient ou une patiente pendant 5 ans et qu'on est en présence d'une rechute métastatique au-dessus de toute ressource thérapeutique, on a aussi, côté médical, un élément, disons, affectif qui entre en jeu et comment on va gérer tout ça. Voilà. Je prends la parole. Je ne sais pas si vous avez... effectivement, hein, c'est une étape toujours difficile où là, effectivement, on intervient je crois que le maître mot dans ce moment-là, c'est vraiment la collégialité en fait des discussions qu'on va avoir, hein, parce qu'on essaye à ce moment-là de la maladie pour le patient d'être à l'écoute de ses besoins, dans l'information évidemment de la réalité, de la gravité de la situation. Et effectivement, on est aussi souvent avec des professionnels médecins de soins palliatifs comme moi, on travaille avec les oncologues, parce que c'est vrai que parfois pour l'oncologue y compris, c'est compliqué. D'accompagner à ce moment-là de la maladie un patient à soigner pendant des années parfois auparavant. Donc c'est vrai que c'est toujours un cap difficile, bien sûr, pour le patient. Et je pense que c'est effectivement les professionnels de soins palliatifs, on a à ce moment-là ce rôle à jouer pour permettre d'être dans le respect avant tout des choix du patient. Les choix à ce moment-là, ça peut être des choix du lieu de soins. Ça va être des choix, effectivement, hein, de savoir s'ils veulent rentrer à la maison, s'ils veulent rester hospitalisés. Ça va être respecter les choix, effectivement, aussi de qualité de vie par rapport à des propositions de traitement qui sont, en cancérologie, on poursuit des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie palliative qui gardent leur place longtemps tant que ça apporte un bénéfice aux patients. Mais là encore, ça reste une discussion... Et c'est vrai que je pense que c'est une évolution des soins palliatifs en cancérologie. Hein, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des traitements, même de chimiothérapie, qui sont poursuivis longtemps, dès lors qu'ils gardent un intérêt parfois antalgique pour le patient. Donc, c'est vraiment une discussion qu'on a avec les oncologues. Mais alors, parfois aussi, il faut savoir arrêter les traitements quand ils sont devenus inutiles. Ça, c'est aussi parfois notre rôle, d'aider un petit peu l'oncologue en disant... maintenant, est-ce que voilà, il y a un moment où il faut savoir aussi arrêter les traitements inutiles, mais c'est vraiment toute cette discussion qu'on a de façon la plus collégiale possible, parce que c'est toujours des décisions difficiles et qu'on a à cœur évidemment surtout de respecter les choix du patient, mais c'est surtout des choix de traitement, de qualité de vie, de lieu de vie, de leur permettre d'organiser des derniers. Alors effectivement, quand on parle de soins palliatifs, c'est pas toujours triste, paradoxalement, on a des vrais beaux projets de fin de vie, des patients qui ont envie d'aller voir la mer, où on met en œuvre plein de choses pour leur permettre d'accomplir des vrais projets de fin de vie. Et c'est tout ce qu'on essaye de mettre en œuvre au quotidien, c'est de leur permettre de vraiment rester aussi eux-mêmes, de respecter ce qu'ils sont jusqu'au bout. Et voilà, donc avec l'aide des familles, et avec toujours la présence de l'oncologue. Et on a cette chance sur les lits identifiés de soins palliatifs à Bergonié, effectivement, de pouvoir accompagner nos patients jusqu'au bout. L'oncologue est toujours présent également. Et c'est important par rapport, là, on retombe sur la question de la confiance. Mais c'est vrai que cette présence jusqu'au bout, je pense que c'est essentiel aussi pour les patients quand ils le souhaitent, en tous les cas. Après, là encore, il y en a qui font le choix de finir ailleurs leur jour, mais c'est en tous les cas une alternative possible. Amandine.
commentaire là-dessus? Oui. Oui, alors avant on va dire la décision entre poursuivre chimiothérapie, enfin un traitement et puis arrêt d'un traitement, il y a aussi, je pense effectivement, dès qu'on est dans une situation de rechute où on sait que il va y avoir possiblement quand même plusieurs traitements à proposer. Je pense que d'emblée, c'est important de pouvoir aborder le fait que de l'intérêt de ce traitement, de ce qu'il peut apporter, de l'alternative qui est de ne pas le faire aussi. Je pense que c'est important d'avoir ce discours assez tôt, parce qu'on a quand même souvent des patients qui questionnent, qui disent là, vous me dites que de toute façon je ne guérirai pas, à quoi ça sert que je fasse cette chimiothérapie, à quoi, voilà. Donc, d'expliquer l'intérêt que ça peut avoir, que le gain de temps peut aussi avoir du sens, voilà, s'ils arrivent à projeter des choses, bien sûr, et de dire qu'une fois de plus, tout est rediscutable tout le temps et qu'il faut que ça garde du sens. Voilà, je pense d'axer les choses sur le sens que le patient donne à ce traitement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui rentre dans la discussion essentiellement. Et puis, effectivement, de pouvoir intégrer progressivement les professionnels de soins palliatifs tout en restant présents. C'est souvent des choses un peu compliquées parce que, certes, c'est pas toujours facile pour l'oncologue d'aller jusqu'au bout et en même temps, on n'a pas envie de laisser les choses. C'est à la fois pas facile et en même temps, on n'a pas envie de pas accompagner les gens jusqu'au bout non plus. Donc d'être soutenu, de faire les choses aussi à plusieurs, je pense que c'est important de pas se sentir seul dans ces moments difficiles-là et de faire entrer les professionnels de soins palliatifs tôt parce que c'est vrai que sinon, si on les fait rentrer un peu tard, les gens ont un peu le sentiment qu'on passe la main et je pense que ça c'est pas facile pour eux et c'est pas très voilà et donc du coup de travailler assez vite en binôme ou en équipe aide vraiment à ce que je pense à la fois sur le plan médical on se sente plus serein entre guillemets avec ce qui se passe et que le patient sente aussi qu'il y a toute une équipe autour de lui et que l'oncologue est toujours là mais qu'il y a aussi d'autres professionnels et que chacun a son rôle et qu'il n'y ait pas de rupture en fait. C'est ça qui est souvent un peu compliqué, qu'il n'y ait pas de rupture au moment de ces décisions qui sont déjà hyper difficiles. Si en plus on les confie à quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est vraiment d'exposer les choix, d'informer, d'une fois de plus, d'essayer d'éclairer le plus possible, de manière la plus objective possible, les différentes possibilités et d'échanger avec un patient qu'on connaît souvent bien aussi. Donc c'est ça, c'est qu'il y a les décisions en équipe, les décisions de RCP, mais au final, c'est dans la relation avec le patient que la décision, elle se prend. Et pour voir des discussions qu'on a en RCP sur des lignes de traitement avancées, certes, c'est rassurant d'en discuter avec ses collègues, de pouvoir échanger, de pas avoir l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Mais au final, la décision, elle va se prendre. C'est quand même nous qui allons la prendre avec le patient parce que c'est nous qui le connaissons et qui avons le regard, je pense, le plus juste sur lui, j'espère. Vous avez le micro, vous n'avez pas de... Non, ah oui, d'accord. Des questions. Non, mais voilà, je crois que ça c'est un point important à retenir. Oui, je vais passer la parole. C'est un point important à retenir, c'est l'intégration des soins palliatifs assez tôt dans le parcours de soins de l'oncologie et qu'il y ait une continuité vraie entre les soins oncologiques et le passage en soins palliatifs. Qui commence? Je reprends la conclusion, enfin, ce n'est pas une conclusion, c'est une visée que Yanis nous a maintenue à l'esprit à la fin de sa présentation, c'était de dire que la démocratie sanitaire est un idéal fragile que l'on se doit de consolider. Alors, est-ce qu'une façon de penser cette consolidation, et justement, vous venez d'en parler sur la question des RCP, c'est de comment améliorer, parce qu'on tend vers, mais comment on peut encore penser d'améliorer cette question-là de la décision partagée. Parce que si on regarde d'une façon... alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste dans le domaine, j'utilise des mots que je pense comprendre puisque je vous l'ai dit, mais néanmoins, il y en a qui les disent avec une ampleur autre que la mienne. Si on regarde vraiment
comment est organisé un système et une décision. On regarde qu'il y a une terminologie que vous venez d'utiliser, c'est les RCP, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc, faisons une analyse un peu, ne restons plus que dans le méta, allons un peu dans les détails d'un hôpital. Et on voit qu'une RCP, vous formulez des concertations entre vous qui sont comment justement accompagner pour qu'elles puissent être mises en discussion et avec les patients pour réellement déboucher sur ce qu'on pourrait dire une décision vraiment centrée et éclairée sur lui, puisque la loi le dit aussi. Alors je ne dis pas que c'est pas vers quoi on essaye tous de réfléchir, et je suis toujours en accord avec la question du rapport de confiance. Mais je pense que c'est des termes qui se vivent plus et c'est votre expérience que vous nous dites, le rapport de confiance ou l'expérience que les personnes ont dans le rapport avec vous. Néanmoins, le système nous invite à le regarder aussi au-delà de ces notions de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour regarder ça de plus près? Moi, je crois que la RCP, c'est la médecine scientifique qui élabore un plan personnalisé de soins, et que ce plan personnalisé de soins, il va revenir dans le cabinet du médecin en face à face avec le patient, et que là, on passe dans la médecine humaine. Et c'est la seule façon de faire le lien entre médecine humaine et médecine scientifique, parce qu'il y a eu une époque où on voulait faire assister le patient à la RCP. Bon, tout le monde convient que c'est totalement impossible. Donc, c'est la façon de passer un plan personnalisé de soins au médecin traitant, et c'est à lui d'en faire quelque chose de relationnel et d'humain. Oui, je crois qu'il faut il faut un peu démystifier cette RCP. En fait, la RCP, elle est garante du côté scientifique. Effectivement, elle est la discussion entre professionnels pour être sûr que la décision théorique face à la situation médicale à proposer est la plus adéquate, et qu'il n'y a pas effectivement une autre proposition, par exemple des essais thérapeutiques ou des choses qui sont parfois faites dans d'autres établissements, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment le garant de ça, de se dire est-ce que d'un point de vue théorique, j'ai toutes les propositions, voilà, j'ai en tête toutes les propositions à faire à mon patient. Est-ce que j'ai pas oublié qu'on pouvait peut-être aussi faire ça? Est-ce que quelqu'un pourrait y penser dans des choses, voilà. Mais après, la décision, elle revient. On n'a pas le patient, et souvent même les médecins qui discutent de ces dossiers n'ont jamais vu, ou peu vu les patients. Donc la décision, elle revient au médecin qui va voir le patient et qui va mettre en œuvre le traitement, clairement. Donc c'est une sécurité, cette RCP, et il faut qu'elle reste. Voilà, bien sûr que c'est hyper important, mais il faut que derrière, on a tous finalement, je pense, pas appliquer une décision de RCP, parce qu'au final, quand on a eu le patient devant nous, on s'est dit, non, en fait, non, c'est pas possible, c'est pas adapté à sa situation, à son état, à ce qu'il souhaite, voilà. Donc voilà, il faut, je pense, vraiment faire la part des choses, et effectivement, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui est très bien perçu par les gens extérieurs au milieu même. Je pense que, voilà, cette RCP, c'est quelque chose de... Voilà. Ouais. Très vite, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé. Excusez-moi, de patiente, c'est rassurant. Oui, complètement. Mais complètement. Merci. Oui. Je disais juste que en tant que patiente, la RCP, c'est rassurant. C'est un côté rassurant, parce qu'on se dit qu'en fait, la décision et les paroles du médecin que l'on a en face ne viennent pas que d'une seule, de sa propre initiative, et que c'est quelque chose de collégial, de réfléchi, avec plusieurs professionnels. Donc, c'est un côté rassurant. Voilà. Complètement, je vous rejoins tout à fait, bien sûr. Et puis, c'est même pour nous, parce que parfois, on se retrouve dans des situations où on ne sait pas ce qu'on doit faire, clairement. Et quelle est la meilleure chose à proposer, et de dire aussi, écoutez, là, je ne sais pas, je vais en rediscuter
rediscuter avec mes collègues, on va en rediscuter tous ensemble, au vu de ce que vous venez de me dire, pour essayer de réajuster la proposition. Donc, je pense qu'elle est rassurante pour tout le monde, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est quelque chose à appliquer. Voilà, c'est un garant très fort, mais ça ne fait pas tout, quoi. Oui, juste un petit clin d'œil, parce qu'on fait référence au PPS, au plan personnalisé de soins, mais bon, on sait bien qu'il est très peu remis et que ça pourrait être très rassurant, justement, mais que malheureusement, il n'est pas exploité. Voilà. Et au même titre, permettez-moi, je peux entendre que vous disiez qu'une concertation collégiale soit rassurante. C'est l'émission, effectivement, et c'est les modes de fonctionnement aujourd'hui dans vos prises en charge. Donc, c'est plus que rassurant, c'est comme ça que ça doit être. C'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Mais c'est surtout qu'en fait, je me demande pourquoi ce serait tellement absurde de dire que le patient ne pourrait pas être intégré à une RCP. Peut-être que c'est pas si absurde que ça. Je trouve ça compliqué que le patient assiste aux discussions. Voilà. Après, je pense qu'il faudrait trouver un moyen où on puisse avoir peut-être un éclairage plus, que la discussion se passe avec quelqu'un qui a vraiment échangé avec le patient avant plus, mais qui soit présent véritablement. Il y a certaines RCP où ça existe, donc il faudrait avoir le retour. Je ne sais pas si vous avez des patients qui ont témoigné d'être présents lors de ces RCP. Je ne suis pas sûre que les retours soient très. Il y a une question là, puis on vous laisse le commentaire. Non, pardon, c'est juste un commentaire sur les RCP auxquels assistent les malades. Il y a quelques RCP auxquels, en tant qu'interne, j'ai pu assister. Des RCP de cancérologie ORL au cours desquels le malade était examiné alors que la décision est en train de se faire. C'est d'une violence absurde. Les malades sont extrêmement mis à mal. Les médecins discutent entre eux comme s'il n'était plus là. Il n'est que vraiment, il est complètement réifié. C'est vraiment, et ça ne contribue pas à la qualité de la discussion. Le malade n'est pas là pour poser des questions ou pour discuter avec les médecins. Il est vraiment là pour être examiné et les médecins prennent la décision devant lui. Sans lui donner vos chapitres. Réfléchir à l'intégration des malades dans la décision, c'est essentiel parce qu'effectivement, la plupart du temps, nous arrivons en RCP de dire en fait, on ne l'a pas vu, donc en fait, on ne peut pas prendre la décision parce qu'on ne sait pas finalement quelle serait la bonne décision pour lui. Finalement, la bonne décision n'est pas aussi toujours une décision rationnelle, scientifique en tout cas. Donc, je suis d'accord, on peut réfléchir à l'amélioration du fonctionnement des RCP qui ne sont parfois, effectivement, dans une impasse parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision. En tout cas, les données scientifiques ne suffisent pas. Mais la RCP avec le malade en place, participant, dans mon expérience, c'est un souvenir douloureux, quoi. Et j'étais médecin, quoi. Je suis médecin. On a une question là-haut. Oui. Oui, du coup, la remarque où la précision a été ajoutée là-dessus, donc je vais rebondir sur autre chose qui a été mentionné. On a évoqué du coup que parfois aussi dans le cadre des soins palliatifs, il y a cette sensation aussi que les dispositifs médicaux sont insuffisants ou ne parviennent plus à répondre aux besoins de manière aussi adéquate qu'on le souhaiterait. Et donc, il y a interruption des soins. Quelle est votre posture sur les soins de support et que je perçois en tout cas comme une délégation du médical vers des professionnels de la santé qui participent déjà à l'accompagnement des malades. Et autre chose, une autre question, c'est en ce qui concerne un cas qui a été discuté en pédiatrie et pour lequel il y avait là au contraire des réunions pluridisciplinaires avec les professionnels dans lesquelles il y avait une recommandation d'interruption des traitements pour un nourrisson et il y avait suite à ça, des refus consécutifs des parents durant une période assez importante.
comment se positionner et comment faire. Encore une fois, je pose des questions sur la posture parce que c'est aussi ce qui m'amène aussi ce soir vis-à-vis de où situer le droit du patient. Très peu de temps. On a peut-être Cécile peut nous donner l'avis. Alors, parce qu'on n'a pas parlé de pédiatrie, je crois que c'est important, comme vous êtes là, de donner un petit point de vue pédiatrique peut-être sur cette question, mais ça va être trop rapide. Non, mais il n'y a pas de solution toute trouvée. Hein. C'est des heures de discussion. Et effectivement, en cancérologie pédiatrique, il y a souvent une demande des parents. Mais comme ils ne sont pas le patient eux-mêmes, il y a un glissement sur la demande et on a plus de demandes de soins poussées jusqu'à des moments déraisonnables, qui pourraient sembler déraisonnables, que des refus de soins qui sont vraiment pas fréquents. Et donc, dans des situations comme ça, il faut se préparer à des heures d'entretien pour essayer de trouver la meilleure façon de faire, mais c'est dans la discussion. C'est dans l'éthique de la discussion qu'on va peut-être trouver la réponse et ça va prendre du temps. C'est la seule chose que je peux dire parce qu'il n'y a pas de solution qui pourrait être applicable à tout le monde. Et après, puisque j'ai le micro, je m'occupe plus particulièrement maintenant depuis 2-3 ans des adolescents adultes jeunes. Donc, la version pédiatrique, c'est les adolescents. Et donc, effectivement, on est à l'âge charnière où on peut commencer à être autonome et à prendre ses décisions pour soi-même. Et là, les questions dont on vient de parler sont encore plus sensibles. Comment on s'autonomise quand on est mis en situation de vulnérabilité par la maladie et que donc on va régresser un petit peu. Et quelle va être la place de chacun dans la famille dans ces moments-là? Ça va être aussi très complexe. Et alors, je n'avais pas entendu parler de la notion d'autonomie relationnelle, mais je pense que là, il y a quelque chose à creuser parce qu'effectivement, ce n'est pas un individu tout seul qui va décider, mais il y a tous les acteurs autour. Et là, dans cette médecine des adolescents, c'est incontournable. On va être obligé malheureusement, on est pris par le temps, on va être obligé de s'arrêter. De toute façon, il est hors de question d'aborder les questionnements en fin de vie, la loi Claes-Leonetti, etc., en 2 minutes. Donc, je pense qu'il faut prévoir une nouvelle conférence débat sur ce sujet-là, parce que là, on ne peut pas s'en sortir. Ce que je vous propose, s'il y a juste une dernière question, personne ? Donc, si personne n'a une dernière question, je vous remercie tous d'être là, d'avoir participé au débat. Et puis, vous avez vu, c'est quand même rassurant de savoir que les vieux oncologues et les jeunes oncologues sont sur la même longueur d'onde. Un très grand merci à tous. Et donc, nous vous invitons au prochain colloque organisé par l'ERENA site Bordeaux, donc sur l'intégrité scientifique à l'IMS de Xavier Arnozan le 26 novembre. Voilà. Donc, c'est toute la journée. Et merci à tous et très, très bonne soirée. Voilà. Un grand merci. Et merci beaucoup à nos intervenants. Un grand merci à vous tous.